Bonjour à toutes et tous. J'ai souhaité que Laurent Hayet, ici présent, qui nous allons présenter dans quelques instants, fasse un petit débriefing de son séjour ici, face caméra, pour que son expérience puisse profiter à un maximum de gens et qu'il nous fasse un retour, et j'ai pas de souci par rapport à sa posture, très honnête de la situation. Et voilà, donc cet entretien va se dérouler en trois phases. Une première phase qui va être une phase de présentation et de mise en contexte où Laurent va se présenter. Et puis après deux phases, on verra comment on les prend dans l'ordre. Une vision très terrain de son expérience. Et puis après, ou avant, un peu une mise en perspective, une vision plus en hauteur de la situation. Ça te va, Laurent? Pas de souci. Eh bien, Laurent, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Il y a peut-être des gens qui m'ont déjà croisé, connu, puisque voilà, je suis avec Laurent Testo, le journaliste Laurent Testo, le co-directeur de Collapsus, un bouquin qui est sorti une semaine avant le grand confinement et l'arrêt des librairies. Donc autant dire que c'est le dernier bouquin qui parlera de l'effondrement au futur, Mhm. puisqu'après Roland Gori qui est dans le bouquin a dit et si l'effondrement avait déjà eu lieu. Donc voilà, les choses changent. Comment me situer? Je suis dans l'idée que les choses vont pas continuer comme les contributions, comme dirait ma grand-mère, depuis l'enfance. J'expliquais à Pierre que gamin, j'interdisais à mes parents d'acheter des sapins de Noël parce que c'est couper un arbre, c'était mal. René Dumont était mon candidat quand j'avais 6 ans et j'ai été cadre dans l'industrie comme responsable, directeur dans différentes fonctions, développement durable, responsabilité sociale de l'entreprise, santé, sécurité, protection de l'environnement, ce genre de choses. Au début, pour essayer comment dire, limer les griffes de l'industrie, et puis de moins en moins, en y croyant de moins en moins, puisque constatant que en fait, je ne faisais que rendre les choses plus efficaces, et plus efficace, ça veut dire plus mortifère. Donc une grande période de doute a commencé à m'habiter. Euh, et j'ai arrêté d'être cadre sup après des séries de licenciements économiques où j'ai compris que je n'étais que de la chair à canon comme tout le monde, et surtout quand on a passé 50 ans. J'ai conçu Collapsus qui m'a aussi aidé à prendre du recul sur les choses en acceptant un futur incertain. Puisqu'une des thèses du livre, c'est le futur n'est pas écrit, même si le présent est, comment dire, consternant et assez inquiétant. Le futur n'est pas écrit, et donc j'ai essayé d'essayer de me mettre à mon compte, de faire différentes choses pour essayer une prise de conscience générale. J'ai donné des formations et je donne encore des formations dans des conseils municipaux. J'essaye d'organiser et de conseiller des organisations comme des entreprises ou des collectivités. Tout ça un peu en tâtonnant. Sur quel sujet? Sur les questions de résilience et surtout d'adaptation à un monde qui change. J'ai une approche, puisque je suis un professionnel de l'approche par les risques, de dire que les risques qu'on connaît existent toujours, mais que de nouveaux risques arrivent et sont dans le pipeline. Je connais bien par exemple Stéphane Linou qui parle par exemple de résilience alimentaire et de risque de pénurie alimentaire, ce qui est quand même le premier des problèmes, parce que quand il n'y a plus à bouffer, il n'y a plus d'autres problèmes. Voilà. Tout ça a amené chez moi beaucoup d'angoisse que je n'ai pas su traiter. Et jusqu'au moment où il y a eu un point de rupture, et c'est là que Pierre a gentiment m'a ramassé en disant écoute, je crois que tu as besoin d'un grand coup de verre. Et comme j'étais franchement paumé et que j'étais prêt comment dire, à accepter toute nouvelle réalité qui pouvait être meilleure que la mienne, j'ai dit banco. Et donc, après une semaine ici, je peux lui dire merci, puisque Pas de quoi. déjà ça va mieux de revenir se brancher sur les réalités de base. D'accord. Voilà. On va préciser comment on s'est connus en amont. On n'a pas. Ouais, la première fois qu'on s'est rencontrés, j'étais au CA d'Adrastia, l'association qu'a fondé Vincent Minero pour informer les gens, les citoyens de l'état du monde. On a fondé ça, Vincent a fondé ça en 2014, donc avant que Pablo Servigne sorte son livre Comment tout peut s'effondrer, où nous-mêmes on était déjà convaincus
que les choses allaient pas bien. On s'est rencontrés grâce à Transition 2030, le groupe sur Facebook, où on était 300 à l'époque. La dernière fois que j'ai regardé, on est 36 000, ce qui est intéressant quand même comme évolution. Et à une AG, Vincent t'avait demandé de venir. En 2017, ouais. Et c'est là que j'ai vu arriver une espèce de martien, un uluberlu très véhément qui nous a traité d'intello. Pas tout de suite, pas tout de suite. Assis sur nos fesses, et c'est pas complètement faux, il a pas complètement tort. On en parlera. Le problème de mon ami Pierre, c'est qu'il est assez carré et qu'il n'a pas la langue dans sa poche, donc on a vite fait de se faire tailler un costard. Mais je pense que des fois, il faut savoir se regarder dans le miroir qu'on nous tend, et bon, voilà. Pierre a cet avantage et cet inconvénient de tendre le miroir. Voilà, alors en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'on s'est rencontrés alors, t'es un professionnel du risque, et que tu appartenais en fait aussi à Adracia, à toute cette mouvance, t'as aidé aussi t'as participé à certains programmes politiques, enfin... Ouais, en 2019, j'étais sur la liste Urgence Écologie pour les européennes, derrière Dominique Bourg. Hein. Le but, c'était de pousser au cul Europe Écologie Les Verts en leur disant que des pistes cyclables, c'était bien, mais qu'il y avait des soucis majeurs qui arrivaient dans le tuyau et que le réchauffement climatique, c'était une problématique de survie. Donc voilà, j'ai essayé d'attaquer par le haut le système parce que je crois que c'est ça que j'ai fait toute ma vie. Donc des atavismes de base. Alors que moi, j'attaque toujours en fait par le bas, c'est plus sur moi. Non, mais, voilà, on s'est rencontrés. Là où je voulais en venir, c'est qu'on s'est rencontrés quand même dans un cadre professionnel, hein, où ce que tu as expliqué dans ta vie professionnelle, enfin, il y a un lien complet dans toute ta carrière, entre toute ta carrière professionnelle et la situation où tu te trouves aujourd'hui, ce qui est exactement en fait mon cas. Et même si on a attaqué la falaise par deux côtés en fait différents, on se trouve au même endroit, au même moment, là, maintenant. On fera une petite boutade, peut-être un petit teaser, et plus si affinité. Fais-moi la boutade. On va pas se paxer, hein, c'est pas prévu. Non, c'est. Voilà. T'as pas autant bon genre, je crois que c'est bien ça. J'aime pas les barbus. Je suis désolé, vraiment, c'est pas ma tasse de thé. Voilà. Donc on s'est vraiment rencontrés sur sur ces questions, même si on attaquait vraiment la falaise sur notre truc. Et ce qui me semble intéressant, c'est qu'aujourd'hui Laurent est là et son témoignage, il va vous le livrer depuis le lieu, en ayant passé une semaine ici, et ça me semblait hyper important. C'est ce que je lui disais. On a un petit peu essayé de caler cet entretien. C'est ce que je lui disais, c'est ce qui me semble important, c'est que lui peut rendre compte de la situation peut-être mieux que moi je ne saurais le faire. Dans le sens où je suis tellement parti en fait dans mon projet, et ça je te laisserai en parler, qu'à la rigueur, voilà, c'est plus intéressant que quelqu'un comme Laurent, enfin en tout cas ça complémente ce que je fais, que quelqu'un comme Laurent eh ben, donne son avis sur la situation. Ouais, ce que je disais, c'est pour ceux qui ont encore une télé et qui connaissent l'émission Voyage en terre étrangère, j'ai jamais regardé, mais j'ai vu des pubs. Euh, Aller chez Pierre, c'est passer dans un autre monde. Euh, Moi, j'habite en région parisienne, dans un pavillon de banlieue, même si je me suis essayé à la culture de patates et au pied de tomates, pas F1. Euh, je pense que je serais pas venu ici comme ça sans une rupture, parce que ça aurait été me confronter à un voyage trop exotique qui m'aurait trop remis en question. Et je pense qu'on est tous derrière nos écrans, donc un peu vous, si vous regardez, vous en êtes tous un peu là, à regarder ça un peu comme un spectacle et à me dire c'est pas réel, quoi. Et donc la seule solution dans ces cas-là vraiment intéressante, c'est d'y aller, c'est de vivre la vie de Pierre pour comprendre que c'est une réalité qui tient debout. Alors après, il y a des prix à payer, il y a des difficultés, etc. Mais ça tient debout. Et tant qu'on n'a pas mis les mains dedans, je dirais qu'on ne sait pas de quoi on parle et c'est même pas la peine d'en parler. Donc j'ai jamais fait de commentaires sur les choix de Pierre auparavant. Maintenant, je pourrais me permettre de commencer à en parler et j'éviterai tout jugement.
Et j'éviterai aussi tout conseil à qui que ce soit et vraiment de jugement sur la vie des uns et des autres, parce que c'est un voyage qui ne peut se comprendre que si on part avec un bagage de croyances et un système de pensée qui doit être d'une grande cohérence et d'une grande force. Parce que, bon, pour tout vous dire, Pierre n'a pas l'eau courante, ce qui change quand on a l'habitude d'ouvrir le robinet pour se brosser les dents le matin, quoi, par exemple. Hein. Juste pour donner un micro détail. Et ça, bon, moi j'aime bien le camping, mais je ne sais pas si je serais capable de l'endurer 12 mois par an. C'est quelque chose, c'est un challenge de se le représenter. Mais Pierre, apparemment, a encore toutes ses dents, donc ça va, il arrive à se brosser les dents. Il fonctionne là-dedans, et c'est intéressant, c'était pour moi extrêmement intéressant de venir dans le détail des choses. Et de voir cette cohérence qui tient debout. Voilà. Ok. Bon, je pense qu'on... T'as d'autres choses à rajouter sur la présentation? Je pense que Non, c'est clair. c'est assez clair. Alors, je te propose on part du détail et puis après on viendra sur le global. Qu'est-ce qui t'a frappé dans les détails ici? Qu'est-ce que... Dans le rythme, dans... Je sais pas, dans... Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont... que t'aimerais... dont t'aimerais parler? C'est du détail. Tu viens de parler de l'eau, par exemple. C'est pour moi, c'est... Enfin, c'est un détail qui n'en est pas vraiment un, mais c'est un exemple. Moi, ce qui m'a frappé le plus, c'est la réintroduction d'un travail de base qu'on nous a oublié. Parce que je pense qu'en dépense énergétique, par rapport aux Français moyens, avec ses 400 et quelques esclaves énergétiques, tu dois être à beaucoup, beaucoup moins, même si tu roules encore à l'essence et que tu as un peu d'électricité. Du coup, il y a énormément de boulot qui devient du boulot manuel. Et ça, j'étais vaguement conscient intellectuellement de la quantité de travail que ça représentait, et j'étais vaguement conscient du confort que représentaient ces esclaves énergétiques. Bon, bah là, une semaine après, on peut dire que c'est vrai, il y a un vrai travail, et il y a une vraie discipline, puisque tu vis au contact direct des éléments, hein, bah, quand c'est l'heure du SMI, c'est l'heure du SMI, et c'est pas l'heure d'aller regarder téléfoot, quoi. Il y a des rendez-vous avec la nature qui peuvent pas se rater, parce qu'elle repasse pas les plats, et il n'y a pas un Deliveroo pour te sauver la mise quand tu as raté un truc, ou si on a vu là que ton jardin était un peu en piteux état à cause de la météo qu'on a eue avec toute la flotte qui est tombée. Bon, bah je pense que la seule solution pour remonter la pente, c'est de fournir du travail et t'y remettre. Donc ça, moi ça m'allait bien là, parce que j'étais dans ma phase un petit peu maso, où j'avais besoin de penser à rien et vraiment de travailler comme une brute. Donc c'était impeccable pour moi. J'ai vraiment apprécié ça. Et j'ai apprécié à la fois ta pédagogie la façon dont tu m'as soutenu dans tous ces moments. C'était vraiment sympathique de ta part. Et devant tout le monde, je remonte exprimer ma gratitude. Il n'y a pas de quoi. Ça, c'était une bonne chose. Je reviens plus solide que je ne suis arrivé, et ça c'est bien, déjà, c'est déjà positif. Et donc oui, ça, la quantité de travail, c'est une chose, donc ça peut faire peur, mais d'un autre côté, je mesure tout le prix à payer de l'artificialité de notre confort. Pas d'avion au-dessus de la tête, pas de voiture qui te casse les oreilles, un chien qui t'attend le matin quand tu te lèves et qui est sympa et qui vient te voir plutôt qu'un mec qui fait la gueule dans le métro, qui te marche sur les pieds, voire qui te plotte le cul si t'es une nana. Un cheval pour qui tu te fais du souci parce qu'il va pas bien, un autre qui te fait de la drague parce que il t'aimerait bien. Enfin, je l'ai amené manger de l'herbe un peu plus longue et un peu plus verte que là où il a l'habitude. Du coup, maintenant, tous les matins, il vient me draguer pour que je l'emmène encore là. Enfin bref, c'est des petites choses qu'on a oubliées, qu'on a perdues, et que quand on les retrouve, et ben putain, ça fait vraiment du bien. Ouais. Et j'imagine que quand tu vois... Bon, j'ai déjà fait un tout petit peu de jardinage, mais alors, franchement, je donnerai pas de leçon. C'est même pas une page d'un rustica ce que j'ai fait. Mais la satisfaction de manger un fruit que tu as planté, ou de voir un semis qui se transforme en une plante qui donne quelque chose, ça je l'ai fait à la maison. Mais là, combien d'hectares ici? Ben, on est sur autour de 18 et là 4,5 et 1 hectare à peu près de culture vivrière. Donc 1 hectare, bon, moi c'est 2 rangs de 20 mètres, quoi. Euh,
Et ben même ça, c'est une gratitude envers quelque chose qui est plus grand, qui nous dépasse et qu'on ressent. Et bah pareil, hein, après un RER, trouver un chef faillon qui nous explique qu'on fait ci ou qu'on fait ça et que c'est pas comme ça que lui le veut, ça n'a rien à voir, quoi. Donc on se retrouve relié à des choses plus grandes. Je vais pas tomber dans le mysticisme, la spiritualité, c'est pas du tout mon genre. Mais bon, ça fait quand même pas mal de bien à l'âme. Donc faut le reconnaître. Donc on échange un confort matériel contre un confort psychique. On peut dire ça comme ça. Enfin, sans baratiner, sans rentrer dans des grands mots un peu conceptuels. Ouais, je pense qu'on peut dire ça, quoi. Alors là où je demande à voir, hein, c'est la même chose au mois de décembre, après 3 semaines de gadou et avec même un peu de neige. Quand il faut aller chier à la feuillée, et puis que pour baisser ton froc, il fait -3 ou -10. Ça, je sais pas si à part Pierre, beaucoup de gens sont capables de supporter. Et moi, je me pose la question. Vraiment, soyons très honnêtes. Ça demanderait presque à ce que je revienne tester ça pour voir ce que j'ai dans le bide. Parce qu'il y a un petit côté quand même intéressant de voir où sont nos propres limites. Bon voilà, ça peut être mon côté un petit peu maso, mais j'aimerais bien voir ce que j'ai dans le ventre. Voilà. Mais quelque part, est-ce que tu as pas déjà une part de la réponse dans cette semaine? Je veux dire, entre ce que tu imaginais pouvoir endurer avant de venir et ce que tu as réellement enduré, non pas que je t'ai mis volontairement dans des conditions difficiles. Tout à l'heure, en rigolant, on est allé chercher les déchets et tu as dit à un de mes sponsors de déchets que tu étais au camp de travail. Mais euh, est-ce que est-ce que c'est moi qui t'ai donné des ordres ou est-ce que les ordres venaient d'ailleurs quelque part? Non pas que... Non, j'ai pas reçu d'ordre, t'es directif, mais ça tombe bien parce que je suis un néophyte. Donc moi, il faut me dire, tu prends ça, tu l'emmènes là. Donc il n'y a aucun souci à être dans un mode comme ça. Et puis je pense que j'ai beaucoup appris, ne serait-ce que comment planter un arbre. Je m'aperçois que comme j'avais planté les miens, j'avais pas tout fait bien. Donc il n'y a aucun souci avec ça. Non, je rigolais parce que c'était de la rééducation à la chinoise, quoi, hein. Une semaine de camp de travail pour revenir aux réalités essentielles et comprendre les basiques. Non, et je pense que tout le monde devrait faire ça une fois de temps en temps. Moi, je suis un fan de camping. De temps en temps, retourner sur des bases simples, c'est toujours quelque chose que j'ai apprécié. Donc, c'est pas le problème. Qu'est-ce que je voulais dire sur ce point? Non, tu es très pédagogue. Mais est-ce que tu sentais que finalement je n'étais... Parce que moi, il y a des choses. Tu m'as posé la question si j'avais un plan, tu es revenu en fait là-dessus, une organisation. Or, tu as constaté quand même que toute la journée, on est en train plus ou moins de changer le plan. Et en fait, je ne suis que le traducteur de ce qu'une partie de la nature nous impose. Ouais. Tu es d'accord avec ça en fait? Ouais. Ça, c'est une vieille idée que j'ai et qui ne fait que se confirmer après ce séjour. Je pense que l'humanité a essayé d'échapper aux contraintes du réel. Tout à fait. Et donc à externaliser toutes ces contraintes, à se débarrasser du froid en faisant dans le chauffage, les prédateurs, les maladies, etc. On en est arrivé à une société extrêmement élaborée, construite sur nos énergies fossiles et tout, on est en train d'en crever. Mais quand bien même on n'en crèverait pas, je pense que là, le trop est l'ennemi du bien. Je ne vais pas refaire les cours des penseurs comme Ulule et compagnie, mais on est en train de crever tous dans nos vies de contraintes qu'on réinvente. On fabrique un système. Je veux dire, j'ai créé une petite entreprise là pour faire le consultant en organisation. Quand en face de soi, on a un robot sur Internet qui dit quel est votre problème et qui nous prend la tête une demi-heure et qui finalement ne répond pas du tout aux besoins qu'on avait, on est en face d'une nouvelle complexité qui est complètement artificielle, fabriquée par l'homme. Donc à la limite, on a refabriqué un univers insupportable et donc qui est stérile. Parce que le robot, il m'a juste fait chier, il est en train de détruire la planète parce qu'il consomme de l'énergie. Alors qu'ici, la nature, c'est elle qui commande. Et c'est Vincent Minero qui dit que la nature, c'est une dictature, elle est autoritaire, elle s'applique à tous, elle est arbitraire parce que y en a qui tombent malades et il y en a qui tombent pas malades, donc et il n'y a pas moyen de dire que c'est au mérite ou quoi que ce soit. Autoritaire et arbitraire et elle s'impose à tous, quoi.
Et je comprends bien que les gens ont essayé au fil du temps, avec la civilisation, d'échapper à ça. Et oui, c'est ça le vrai patron. Et quand il y a un arbre t'avais prévu de planter et qui est là et qui attend comme un malheureux en train de se dessécher parce qu'on l'a pas planté, et ben, c'est lui qui commande. Le cheval qui tombe malade, C'est- ou ce matin, comme ils se sont échappés, et ben, faut faire avec, quoi. Exactement, exactement. Et c'est la réalité qui commande. Et ça, je crois que la plupart des gens, et moi, je n'étais pas prêt à ça. euh, on n'est pas prêt à ça parce que on est dorloté et aliéné des deux côtés, tu vois, le positif Mm. dorloté Mm. parce que voilà, on vit un peu dans la ouate et Mm. tout, tous les à-coups, alors ok, Mm. il y a grève des RER, Mm. tout le monde est en train de râler sur son quai, Mm. mais enfin il est au chaud, il est Mm. pas sous la pluie, il va arriver au boulot un jour ou l'autre, enfin bon. Mm. euh, Il y a des backups, éventuellement il y a des réseaux de surface qui vont se mettre en. Ouais, voilà. Enfin Ouais. bon, on est quand même assez dorloté. Et en même temps, on est complètement aliéné parce que, voilà, on est complètement obsédé par nos petits problèmes, etc., etc. Et on ne doit rien à personne, en fait. Ici, tes cochons, tu leur dois la nourriture parce que sinon ils vont crever. Mm. Enfin, même les plantes, que tu les arroses pas, elles vont crever. Et on est à la fois donc plus dorloté, soyons clairs, et en même temps désaliéné parce qu'on sait ce qu'on fait, parce que tout a un sens. Après, les priorités, ça, à mon avis, il y a des jours, à mon avis, tu vas te gratter la tête parce que en plus, tu es ambitieux, donc tu as beaucoup embrassé. Euh, je sais pas si tu es fou ou si tu es courageux, un peu des deux sans doute. Mais il faut avoir de l'ampleur parce que c'est clair que c'est pas moi avec mon petit jardin de pavillon de banlieue que je nourrirai une famille. Euh, donc il faut voir grand. Et en même temps, dès qu'on voit grand, ouais, le boulot il devient immense, si ce n'est infini. Et donc il faut savoir gérer les priorités, être capable de les remettre en cause en permanence. Tout ce confort de planification qui m'a étonné dans les premiers jours. Je me demandais, mais voilà, si tu avais des plans, comment tu gérais tes priorités et tout. Je commence juste à comprendre après une semaine qu'en fait, t'es plus un jazzman que quelqu'un qui suit une partition, que tu as des visions à moyen et à long terme, et que au jour le jour, tu jongles avec les balles qu'il faut rattraper au dernier moment. La météo, les animaux, enfin la météo, la pluie, sur plus longtemps, une saison pourrie. Ouais. Et à la fois, c'est un peu angoissant parce qu'on vit dans des univers qui sont très carrés et très programmés. Je veux dire, on rentre à 20h, on allume la télé. Maîtrisé. Maîtriser, je sais pas. En tout Enfin, cas, qui donne l'illusion d'être. d'une maîtrise. Voilà, Ouais, voilà. on On est à la recherche de ça, en fait. Ouais, on croit qu'on maîtrise. C'est parce qu'on appuie sur la télécommande qu'on voit notre émission préférée. Mais qui maîtrise qui Je me demande de la télé ou du spectateur, c'est qui maîtrise. Mais alors que là, ouais, t'es obligé d'être souple constamment en permanence. Euh, Au début, c'est déstabilisant, mais quelque part, après une semaine, et il faudrait en manger beaucoup plus pour avoir un avis définitif. Donc, ceci ne constitue pas un avis, mais je trouve ça un peu excitant même et intéressant. Parce que, en fait, on pourrait penser que tu es complètement aliéné à tes tâches, comme ça, de loin. Tu vois, je passe en bagnole, je vois le gars qui trime dans son champ, je dis, pauvre gars, il a toute sa rangée. Qui trimballe ne serait-ce que son eau potable. Voilà, ou quand il faut que tu te retournes, que tu plantes, combien t'es 5000 pieds de poireaux, là mon pauvre ami. Quand on te voit au début du rang, on se dit, bah voilà, le mec, il est enchaîné à son rang de poireaux. Ouais, mais tu as la liberté des choix de tes priorités et tu as des stratégies à monter pour être le plus efficace possible. Et ça fait appel à la tête, quoi. Hein. C'est pas que des mains et un dos cassé, quoi. C'est aussi de la tête et c'est une liberté. Quelque part. Alors, dans un champ de contraintes terrible, mais il y a aussi une liberté. Et finalement, tu as peut-être plus de liberté que le type qui a quoi comme choix que de monter dans son boulot, métro, boulot, dodo, et de choisir sa chaîne de télé. Où est sa liberté Où est son jus de cerveau dans la plupart des boulots. Enfin, moi, j'ai fait des grandes entreprises à 100 000 personnes, hein, des multinationales, où
c'est du bullshit job. Les trois quarts du temps, tu es dans des réunions où tu sais que on est là à faire de la représentation pour on ne sait quoi. Et tout ça, c'est de la blague. Donc, ouais, c'est un autre monde. C'est vraiment dépaysant et c'est vraiment un autre référentiel. Donc, je me suis toujours, moi, refusé de juger les gens dont je ne connaissais pas la réalité. Donc, j'ai jamais eu d'opinion sur Pierre 1911. Je lui ai dit en blaguant qu'il paraissait un peu ayatollah, mais parce qu'il est fier de ce qu'il fait et que il est ancré dans une réalité et donc il est convaincu de ce qu'il fait et il a des résultats, donc il peut se permettre de parler. Donc, ouais, quand vous avez quelqu'un qui est assertif, eh ben, il paraît un peu ayatollesque, mais ça n'est pas un gros mot pour moi de dire ça. Et j'ai pas l'habitude donc de critiquer les gens qui font, surtout parce qu'ils font. Et que celui qui fait a toujours plus raison. Hein. C'est un taxi pour Tobruk, un, un manuel ou je sais plus, qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis. Hein. C'est comment il s'appelle le chanteur enfin bon, vous regarderez un taxi pour Tobruk, c'est une scène assez célèbre. Et oui, celui qui marche, même s'il marche dans la mauvaise direction, il va plus loin que le type qui est assis sur son cul, qui de toute façon finira, comme il dit, engrais dans le désert. Bon, il n'y a pas d'engrais dans le désert, il y a que des morts. Donc voilà, moi je suis reconnaissant de m'avoir permis de toucher ça du doigt. Collapsus a une certaine valeur, mais on a proposé des attitudes et pas des plans d'action. Et c'est quelque chose que depuis Adrastia, on n'a jamais voulu faire. J'étais assez d'accord avec Vincent Minero de ne pas prescrire des façons de faire ou des choses à faire. Parce que moi, personnellement, aujourd'hui, je suis encore président d'Adrastia maintenant, depuis 2 ans. Et je me refuse à dire à quelqu'un, écoute, tu lâches ton boulot, t'achètes ta ferme, tu mets tes enfants dans cette ferme, et puis demain, le gars, il a mal choisi sa ferme, il n'y a plus de flotte parce que réchauffement climatique ou sécheresse, etc. Et puis le type, il revient me voir en disant, t'as ruiné ma vie, je ne peux pas prendre cette responsabilité, c'est chacun face à soi-même qui doit faire ses propres choix. Donc je refuse de prescrire une façon d'être au monde aujourd'hui, dans un monde de plus en plus incertain. Par contre, je peux inviter les gens à réfléchir et à sortir de leur bulle et à tester des choses et à sortir des choses. D'ailleurs, c'est un des engagements que j'ai pris avec moi-même à la sortie de cette semaine, c'est de prendre mon bâton de pèlerin et d'aller voir des gens qui font concrètement sur le terrain, autre que Pierre, parce que Pierre n'est qu'un exemple parmi d'autres. Ben, pas pour qui que ce soit, parce que les quelques exemples que j'aurais vus, encore une fois, ce ne sera que quelques exemples, et il n'y aura pas de solution miracle dans ces exemples-là, qui soit la panacée universelle. Je veux dire, un retraité, un agriculteur retraité ne sera pas du tout la même chose qu'un jeune étudiant qui a fait Sciences Po et qui croit comprendre le monde, comme on pourra le comprendre quand on est étudiant et qu'on a 20 ans. On a compris certaines choses, mais pas forcément tout. Chacun part de là où il est, chacun a un chemin à faire. Mais je vais le faire pour moi, tout simplement. Ne serait-ce que pour élargir mes horizons, comprendre mieux certaines choses. Je ne sais pas s'il y aura un post-collapsus ou si juste on n'entendra plus jamais parler de moi parce que je vais faire d'autres choix dans ma vie. J'en sais rien. Je veux dire, le futur n'est pas écrit, le mien non plus. Voilà où je suis. Il y a un mot que tu n'as pas utilisé dans ton vocabulaire et qui me semble intéressant à mettre sur le tapis, c'est le sens. Et aujourd'hui, est-ce que tu trouves que... Enfin, tu as trouvé du sens ici, et est-ce que, sans dire la solution c'est d'acheter une ferme, est-ce que finalement ce type d'immersion n'amène pas du sens Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors je vais encore citer Vincent Miro, on va dire que je suis un fan, mais c'est pas pour Vincent. C'est pas pour rien qu'on est amis. Vincent dit, on fait les choses et on leur trouve un sens ensuite. Et quand il m'a dit ça la première fois, j'ai dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Et c'est tout à fait vrai. J'ai eu une partie de ma vie où j'ai tourné comme un avion. Et quand je dis comme un avion, j'ai fait 40 fois le tour de la Terre, j'ai calculé, en regardant mes miles. 40 fois le tour de la Terre, ça fait moi un criminel écologique, on est bien d'accord. Et en plus, pour protéger l'environnement, ça c'est encore balèze. Est-ce que j'ai protégé l'environnement au point de rembourser ça? J'en sais rien, c'est une vraie question.
on se raconte. Hein, on se donne un sens, on s'explique et on se crée un système de croyances pour justifier. J'expliquais à une de nos discussions un soir que j'ai eu des patrons de sites qui mettaient les gens en danger parce qu'ils étaient dans un système de contraintes de coûts, pas de degré de liberté, et donc ils mettaient leurs opérateurs en usine en danger, et que quand je leur disais mais vous mettez les gens en danger et vous risquez la tôle parce que vous êtes des délinquants par rapport au code du travail, les gens me disaient c'est une partie implicite de mon contrat de travail que d'aller en prison pour l'entreprise si ça doit être. Là on voit que le gars il est barré, et il se raconte une histoire où il est un héros plutôt que de se dire je suis un salaud parce que je suis obligé de faire prendre des risques aux gens. Et ça m'avait choqué à l'époque, et je m'étais dit putain, les mecs ils sont vraiment alignés leur truc. Bon, avec quelques années de recul, je me suis raconté aussi des histoires à la con, et je me suis donné du sens. Donc ce que tu fais a du sens pour toi, et il a du sens parce que il va dans une réalité. Donc que tu trouves un sens à ce que tu fais me semble normal, parce que ce que tu fais, c'est le sens. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est le sens de l'histoire? Est-ce que ce que tu fais est le sens de l'histoire? Je dirais oui, parce que planter des arbres, faire à bouffer, etc., avoir moins d'empreinte énergétique, c'est le sens de l'histoire. Je veux dire, il n'y a pas besoin de passer des heures à étudier les rapports du GIEC ou de lire Collapsus ou tout ce qu'on veut. Si on ne diminue pas notre empreinte, on va dedans. Donc, il y a du sens, il y a un métasens global, tu es dans le sens de l'histoire. Alors, est-ce qu'il faut le faire un peu à droite, un peu à gauche, ou comme ça? Là, il y a matière à débattre, et je suis pas sûr que tu serais implanté 3 km plus loin, tu le ferais peut-être différemment, et puis tu serais une femme, tu le ferais différemment, tu aurais 10 ans de moins, tu le ferais différemment. Tout à fait. Tout ça, c'est des histoires spécifiques et particulières à chacun, c'est pour ça que, encore une fois, il ne faut pas être prescripteur, je crois. Mais tu as un sens, un micro-sens au jour le jour quotidien, parce que quand tu plantes des poireaux qui sont en train de mourir de soif, eh ben ça a un sens, et que quand tu as fini ton rang, tu as une fierté d'avoir accompli une tâche. Eh bien, je suis pas sûr que le type qui se tape des rapports à la con en PowerPoint, qui les retouche pendant des semaines, et qui finalement le PowerPoint ne sera pas lu par ses chefs, il ait plus de sens. Tu vois, même s'il a la satisfaction du devoir accompli quand il a rendu son rapport, et je sais de quoi je parle parce que j'ai fait ce genre de job. Et est-ce que ça, par contre, c'est le sens de l'histoire? On peut avoir des doutes. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des méta-jobs, je sais pas, d'organisation de la société, parce que tout le monde peut pas être des permaculteurs, des choses comme ça. Ouais. Il faudra bien qu'il y ait des organisateurs de la société civile. Tout à fait. Ce dont je ne me réclame pas. Mais non, mais on est d'accord. Hein. Donc, ce que tu fais n'est pas la panacée ultime qui sauvera la planète. D'accord, on est d'accord. C'est un élément essentiel et basique du monde. Voilà. Donc, il faut reconnaître à Pierre ça. Et moi, j'apprécie beaucoup que tu passes du temps à essayer d'expliquer ça autour de toi. Parce que chacun doit en prendre conscience. Il n'y aura pas de plan B s'il n'y a pas des gens qui plantent des poireaux. Voilà, tout simplement. Point barre. Donc, dans toutes les sociétés dites archaïques, les paysans étaient à la base et étaient censés être... toute la société au-dessus devait être censée être reconnaissante de ces gens-là. Bon, plus on monte dans les étages, on sait bien qu'on perd la gratitude des gens qui nous nourrissent, et c'est valable aujourd'hui comme autrefois, mais les gens qui produisent la nourriture sont les bases de toute société. Et historiquement, ben oui, bien sûr. Je veux dire, si les gens n'ont pas à bouffer, il n'y a pas de noble sur un cheval en train de faire le con dans un tournoi. Il n'y a pas de samouraï en train de faire la guerre au seigneur d'à côté. Enfin, il n'y a aucune société sans énergie fossile qui tenait sans les paysans. Et je pense que il faut avoir une immense gratitude envers les gens qui nous nourrissent, tout simplement. Quoi, hein. C'est la reconnaissance du ventre, hein, tout simplement. Et donc, voilà, il n'empêche qu'il faudra quand même qu'on ait des organisateurs de notre société, et que je crois qu'il y a 3 niveaux de transition. Une base intime, et tu travailles là-dessus, parce qu'on a parlé de ton système de croyance, et on ne change pas de système de croyance comme ça en claquant des doigts. Je transitionne depuis toujours, en fait, hein, parce que moi j'ai grandi dans un HLM au 11e étage, il n'y avait pas plus artificiel que le monde dans lequel j'ai grandi gamin. J'étais en contact avec la nature à peu près une fois par an pendant mes vacances l'été, mais
c'est au niveau de l'intime qu'on peut se convaincre que ce qu'on est en train de faire, bah, c'est pas l'idéal et qu'il faut aller vers autre chose. Et ça se fait pas comme ça. On a parlé de rupture, oui, il y a des ruptures qui cassent nos croyances et qui nous obligent à passer à autre chose. Et je pense qu'on va tous être face à cette grande rupture. Je pense que, comme toi, que la pandémie là, a été une sorte de rupture pour beaucoup de gens. Moi, j'ai vu beaucoup de gens changer d'attitude, constater que bah, ça allait pas aussi bien qu'on pensait, qu'il y avait beaucoup de mythes, de mythologie autour de ce qu'on se racontait et que ça tenait pas. Mais on est loin du compte. Et tant qu'on n'a pas passé une journée à suer au soleil, à comprendre ce que c'est que de planter un rang de poireaux, je reviens encore avec ça, mais je suis pas traumatisé. Il va plus jamais manger de poireaux de sa vie, je crois. Je suis déjà pas grand fan, mais non, mais si. Mais c'est pour être vraiment concret, quoi. Et ben on peut pas comprendre. On peut pas, tant qu'on l'a pas fait avec ses mains, tant qu'on n'a pas des ampoules sur le doigt, là, voilà, on peut pas comprendre ce que c'est. Et ça, c'est l'ampoule de l'outil. C'est pas la première fois que je l'ai là à cet endroit-là. Je rassure tout le monde. Même si je suis qu'un bureaucrate, tant qu'on ne s'est pas mis en situation, qu'on n'a pas fait l'action, le sens vient après l'action. Donc ça j'invite tout le monde à sortir de chez soi et à tenter des trucs, à voir des choses pour penser autrement et avoir ce sens. Donc ça, c'est l'intime. Tu n'es pas autonome et tu le reconnais, et tu ne le seras jamais, et tu ne peux pas l'être, et tu ne dois pas l'être. Et je ne veux pas. Et tu ne veux pas parce que tu fais venir de la matière organique sur ton exploitation qui vient d'autres organisations. Et j'en donne. Et des restaurants. Il y a des échanges et tu n'es pas une cellule autonome. Tu es dans une organisation plus vaste. Ça, c'est la nature. Moi, je suis de formation biologiste. Donc, je sais bien que ça fonctionne par des échanges, que ce soit entre les cellules d'un organisme ou... Parce qu'une cellule dans un organisme se croit une individualité, mais elle n'est rien sans les échanges avec les cellules autour d'elle, et un organe se croit un individu dans un organisme, et un organisme se croit un individu dans une population, et une population se croit une population dans un ensemble écosystémique. Donc on a tous, alors nous en plus on a la conscience, alors on a travaillé du chapeau pour nous l'expliquer, mais c'est la nature. Et tu es donc dans une sorte de système, on ne va pas parler d'écosystème, mais de système, et ça s'organise. Et là, c'est le deuxième niveau de transition, qui est le niveau, je dirais, social. Et déjà, là, il faut s'organiser. Hein. Parce que qui dit social, dit deux individus qui doivent se rencontrer, s'entendre. Il a fallu que tu te mettes d'accord avec certaines personnes pour qu'il y ait des échanges, que tu récupères des déchets qui sont utiles à toi, et puis en échange, par exemple, tu files tes œufs, etc. Si tu donnais pas tes œufs, tu n'aurais peut-être pas droit aux avantages que tu as, etc. Donc on est vraiment dans des échanges, comme une plante va faire des fruits pour être bouffée parce qu'au passage ça dissémine les graines, enfin tout ça, c'est un grand tout. Et ça peut aussi s'organiser. Je veux dire, tu auras un maire à la con qui te ferait des misères, ou tu as un maire qui te soutient sur la commune, c'est pas pareil. Et donc là, tous les gens qui sont en charge de communauté, je cite le maire, mais eh bien, peuvent aider ou peuvent embêter cette transition. Et donc je suis content, moi, d'avoir fait ces formations la résilience, et si je les continue, j'en parlerai autrement. Je dirais peut-être les mêmes mots, mais en moi, ça résonnera autrement, parce que entre dire les choses et les avoir vécues et les avoir ressenties avec ses tripes, c'est différent. Et alors après, il y a le troisième niveau, qui est le niveau politique, où là, on va organiser les communautés entre elles. J'en sais rien, on a mangé du riz, le riz, tu l'as pas planté sur ton exploitation, donc il a bien fallu le faire venir de quelque part, tout ça dépasse le cadre, j'ai pas vu, on n'est pas en Camargue, donc le riz il pousse pas dans le coin, donc tout ça demande que les organisations sociales, elles-mêmes entre elles s'échangent. Et là c'est pareil, tu m'as dit que la moitié des agriculteurs partaient à la retraite dans les 10 ans qui arrivaient. Ça pose un vrai problème démographique, et sachant qu'avec eux, il y a un savoir-faire qui va partir, même si une partie de ce savoir-faire, peut-être, c'est l'agro-industrie, et que bon, on va falloir de toute façon s'en passer, c'est peut-être pas qu'une perte, mais il y a quand même apprendre. On va plus s'y perdre, même si le modèle n'est pas vertueux, on va plus s'y perdre. Exactement. Parce que c'est des gens qui connaissent leur terrain, c'est des gens qui connaissent leur outil, tout ça. Exactement, et ils savent le pourquoi des choses, et eux, ils ont vécu les choses, et donc ça, ils pourront difficilement le transmettre. J'ai
j'aimerais avoir 20 ans et me réorienter complètement dans la filière agricole, en fait, aujourd'hui. Mais, ouais, donc là, ça s'organise, et organiser la Startup Nation, c'est pas organiser l'État résilience. Je dis ça, je travaille, c'est pas un secret, hein, si on regarde un peu, on sait que je suis un peu avec Génération Écologie et Delphine Bateau, mais ça pourrait avec d'autres personnes. C'est pas la même option, c'est pas la même direction, et ça, c'est des vrais choix politiques. Et quand bien même la France serait le pays le plus vertueux au monde, tant qu'il y a un Poutine avec des missiles pointés sur la France qui peut arriver en disant ah j'aime bien la France permaculture, c'est super, nous on a les missiles et les bottes, vous allez devenir notre premier fournisseur de bouffe, tu vois, c'est pas si simple. La vertu, la somme des vertus ne peut ne pas faire la vertu au global, et donc là il faut vraiment des gens qui aient une réflexion stratégique, politique, etc., mais qui ne comprendront leur rôle que si eux-mêmes ils sont reliés à l'intime. Si notre président venait travailler une semaine ici et mettre les mains dans la terre, ce qu'il n'a jamais dû faire, j'invite. Moi je demande à voir ça, eh bien peut-être qu'il comprendrait que il y a d'autres choses dans la vie que la Startup Nation, il y a la Grassroot Nation, quelle celle qui nourrit les autres, parce que moi j'ai encore jamais bouffé des ordinateurs pour survivre. Donc voilà. Alors, ceci étant dit, c'est troisième. Mon champ d'action est vraiment sur le terrain, donc c'est vraiment ce que tu disais de l'ordre de l'intime. C'est ça, je reprends en fait ton plan. L'intime, le social. Voilà. Les deux premiers étages. Je fais à travers mes échanges le social, et c'est ce que je fais aussi à travers là, en ce moment. la communication. Hein, voilà. Tout à fait, tu parlais aussi de la nécessité de commun, tu n'as pas utilisé ce mot-là, mais de choses qui sont extérieures. Le réseau, je suis consommateur. D'un bien commun. Oui, de quelque chose de commun. Oui, tout à fait. Ouais. Mais le troisième étage, c'est pas du tout ma came, quoi. La partie, tout en étant, enfin, je répète souvent cette phrase, que pour moi, le micro peut se passer temporairement du macro, temporairement. Par contre, le macro ne peut pas se passer du micro. On est bien d'accord. Oui, tout en boucle. Hein, y a pas, c'est pas, en fait, c'est pas un étage, c'est un cycle. Ouais. Parce que quand une autorité politique te dit bravo Pierre, t'es encouragé dans ton intime, s'il te dit non mais t'es un connard, on va te taxer, ou on va te saisir, ou on va t'interdire d'avoir des toilettes sèches parce qu'il y a un PLU à respecter, etc., ils te détruisent l'intime. Donc tout ça c'est un cycle. Et il n'y a pas d'intime sans un concept global politique, et il n'y a pas de social sans une addition d'intime, et il n'y a pas de social, il n'y a pas de politique sans social, etc., etc. Donc c'est vraiment, il faut voir ça comme un cercle qui chacun nourrit l'autre. C'est pour ça que si vous êtes journaliste par exemple et que vous tombez là-dessus, vous avez un rôle fondamental d'information sur le boulot que font des gens comme Pierre, parce qu'ils nous préparent le futur. S'il y en a un, c'est un futur où on mange. Donc, Pierre nous prépare un futur. Ouais, alors, mais bien sur ces deux premiers étages, alors même si le politique peut s'en nourrir, à condition qu'en fait... il s'intéresse. Et puis qu'ils viennent... je vous promets que je suis prêt à accepter deux Macron, parce que je te rappelle quand même que j'ai déjà un Macron dans ma basse-cour. Hein, j'ai mon attendant qui s'appelle déjà Macron. Je suis prêt à accepter deux Macron ou un autre, hein, en fonction... n'importe qui veut. Non, mais c'est sérieux. De toute façon, j'ai toujours... je m'en suis pas caché, hein, que j'ai secoué la sphère des collapsologues. Tu as été témoin de ça. Mais parfois, comme je sais pas, on peut dire coup de gueule, je sais pas comment on peut dire. Ouais, avec un peu de véhémence, mais bon, ça va. Hein. Non, mais c'était correct, mais... Oui, non, mais tu es assis dans tes opinions et tu les affirmes, mais je veux dire comme quelqu'un qui a des opinions. Quoi. Oui. Et de secouer, de dire aux gens, voilà, mais vous savez les choses, vous avez un public qui vous écoute, dites-leur de faire les choses. Et je pense que là où c'est très intéressant, et c'est ce pourquoi je voulais que les gens viennent ici, c'est que tu as commencé en fait à comprendre que pour en parler, il fallait tester les choses. Et que donc, si tu veux, quelque part, ça serait quoi le ressenti que très basique, les ressentis très basiques que tu aurais pu avoir avant de venir ici? C'était de la peur, c'était quoi? Ça venait taper sur quoi? C'était moi fort. Alors, deux choses. Un, la peur de l'inconnu. Oui.
parce que tu n'avais pas caché que c'était spartiate. Ouais. Il n'y a pas de longue douche ici parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Hein. Donc voilà, on va pas traîner sous la douche. Ouais. Donc ça, ok, c'est une certaine peur de l'inconnu. Bon, c'est pas le pire. Le danger que j'avais moi, je pense, et je pense que je suis pas le seul à être affecté par ça, c'est de constater le grand écart entre ce que je crois savoir et que je crois maîtriser par ma compréhension des choses. Donc, je sais, donc je maîtrise, donc je me rassure parce que je maîtrise, et c'est ce qu'on pourrait reprocher à la sphère collapsologue, bien que moi j'aime pas ce genre d'étiquette, mais oui, c'est une approche assez intellectuelle du sujet, et en faisant, c'est de constater, c'est exactement la situation que je suis maintenant, hein. C'est de constater le grand écart entre ce que je crois savoir et puis ce que je vis, et de me dire, merde, je suis pas en adéquation entre ce que je crois savoir et ce que je fais. Et donc en faisant autre chose, je me rends compte que euh, je suis en grand écart. Et on en est conscient, parce qu'on n'est pas idiot. Et les gens qui ont donné l'alerte depuis les années 2000, allez, la reflambée là, derrière Pablo Servigne de collapsologie, etc., depuis 2014. L'Institut Momentum, c'est 2011. Le rapport du Club de Rome, c'est 1972. Les communautés hippies. Et puis, il y a eu depuis le 19e siècle, les phalanstères, les éco-socialistes, etc. Tout ça, c'est pas depuis hier. Mais cette flambée est arrivée par des constats intellectuels, des constats scientifiques, par des additions de situations. Moi, c'est comme ça que je suis arrivé là. Faut pas non plus trop exiger des gens d'une façon générale. Non, mais on ne peut pas reprocher à des intellectuels d'être un peu trop coincés sur leur intellectualité. Il faut leur laisser le temps aussi de grandir. Et comme à toi, on ne peut pas non plus te demander de transformer le monde. Parce que tu as un sillon, tu le creuses, tu essayes de le faire du mieux que tu peux, et c'est déjà un immense mérite. Oui. Il y a déjà tellement de gens qui sont à côté de la plaque, qui osent pas, et j'en fais partie, à s'être raconté des bobards pour essayer de tenir le coup. Je te racontais qu'il y a eu des fois dans ma vie où j'ai me réveillais en sursaut dans un hôtel quelque part dans le monde. Je savais même plus dans quel pays j'habitais. Je me disais, parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus qu'un hôtel, à un hôtel international qu'un autre hôtel international. Et à me dire, mais qu'est-ce que je fous là? C'est où je suis? Et là, il faut revenir à certaines réalités qui font sens. Et venir se confronter à la réalité ici, eh bien, ça te remet en cause. Ça te remet en cause parce que tu sais que. Alors, moi, je le savais, mais ça me minait. Maintenant que ça m'a tellement miné que j'en suis à un point de rupture, j'ai plus peur de franchir le Rubicon, j'ai plus peur d'aller me confronter à la réalité. De toute façon, de l'autre côté, ça commence à sentir le roussi. Donc je peux bien changer de rive. Mais tant que tu es dans un certain confort et que tu arrives à faire des trucs, et que tu en sors un certain crédit, parce que c'était assez plaisant d'être dans les premiers. Tu vois, sans tomber dans le complotisme, mais tu as une explication du monde, tu expliques des choses, tu es certain d'avoir raison sur tes explications, et puis tu vois petit à petit les gens qui te disent ouais, non mais c'est vrai, il y a du vrai dans ce que tu dis. Et puis les faits te donnent raison. Et on est d'accord, c'est la réalité. Hein. Moi, je n'ai qu'un maître au monde, hein. C'est la réalité. Donc, je peux raconter beaucoup de conneries dans ma vie, j'en ai certainement raconté beaucoup, mais quand les faits sont là, voilà. Donc, je suis dans une période de ma vie où il y a des faits qui font que je suis obligé de constater que, comme je fonctionne, ça ne fonctionne pas, et je ne vais pas incriminer je ne sais qui ou je ne sais quoi. Ça ne marche pas, il faut changer des trucs. Donc quoi, je ne sais pas encore, mais il va falloir changer des trucs. Et la réalité est le maître. On oublie ça dans son confort moderne. On a tendance à croire que notre artificialité de notre société, c'est la réalité. Mais en fait, c'est à de nombreux degrés plus la réalité. Coupez le chauffage, vous allez voir, votre appartement, il va prendre une autre gueule. Et vos relations familiales vont prendre une autre gueule. Et voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, travaillons. Donc, c'est pour ça que venir était bien. C'est pour ça que je ne serais pas venu tant que j'avais un autre. Tu vois, c'est comme une question d'appui sur un pied ou sur un autre. Tant que j'étais en appui sur l'autre pied, c'était difficile de placer l'autre pied. Parce que c'était prendre conscience qu'il fallait que je bascule. Et j'étais pas prêt à ça.
quelque part. Qu'est-ce que moi je peux remettre en question dans ce que je fais, justement, pour qu'il y ait des gens qui soient dans la pensée, qui soient dans le politique, qui soient des acteurs, parce que quand tu écris un bouquin, il y a quelque chose de politique derrière. Oui, bah oui. T'es pas dans la strate. Non, t'es dans la strate un peu sociale, mais t'es quand même plutôt en fait. Oui, dans la strate politique, puisque ouais. je touche des gens que je ne connais pas, Ouais. donc c'est pas de la relation sociale. Un livre n'est pas un lien social, enfin à part les gens qui viennent demander une signature. Un petit peu, mais bah, ouais. ouais. Enfin, bon. Ouais. Mais c'est oui, on joue sur le politique, on essaye de jouer sur des forces qui nous dépassent, inconnues, de convaincre des gens, de revoir leur vision du monde, etc. Donc c'est vraiment du niveau politique. D'accord. Dans le sens politique, s'occuper de la cité, pas magouiller pour avoir des subventions ou enfin, c'est pas. Ouais. On parle pas de Balkany, là, ça n'a rien à voir. Bon. On est vraiment dans cette sphère politique. D'ailleurs, le bouquin ne dit pas faites ci ou faites ça. Hein. Oui, bien sûr. On est bien d'accord là-dessus. La question ? La question, c'est qu'est-ce que je peux faire, moi, justement, pour qu'il y ait ce pont parce que toi, tu dis que maintenant... Alors, je reprends ce que tu viens de dire avant. Tu dis qu'il y aurait un sens à ce que Macron, n'importe qui, vienne là pour savoir de quoi il parle. Tu as expliqué pourquoi, jusqu'à présent, toi, tu ne pouvais pas le faire. Et moi, je retourne ma question, c'est qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens ? Déjà, il y a ton témoignage qui est censé... Alors, ce que toi, en tant qu'individu, tu peux faire, c'est peut-être demander un grand effort, d'être avec un peu moins d'aspérité, d'être un peu plus patient avec les choses, parce qu'il faut du temps au temps, malheureusement. Tu dis ça, et puis tu as vu, en fait, que tout repose sur la patience dehors, en fait. Oui, mais avec les gens... Parce que les gens... mais je suis patient avec toi. Mais voilà, mais je sais que tu as ces trésors de patience. Mais parfois, tu voudrais que les gens se secouent, tu fondes peut-être trop d'espoir sur le cortex des gens. En fait, on ne prend pas nos décisions avec notre intelligence, on prend nos décisions avec nos émotions. Et ça, la neurologie l'a démontré. Un cerveau prend ses décisions sur ses émotions. Et ces émotions, tant que tu ne les as pas vécues, tant que c'est ce que je propose. Mais oui, ok. C'est ce que je propose aux gens. Je leur dis pas venez pour que définitivement vous preniez ce modèle. Je leur dis venez goûter à ça. Et ben ça c'est le bon chemin. Ça c'est ce qu'il faut que tu proposes. Il faut même quand tu partages une vidéo, c'est ce que tu fais. Mais tu vois, ça marche. Je suis venu et tu as su me prendre au bon moment. Ici, on recueille les animaux un peu perdus. Bah voilà, j'étais un animal un peu perdu. Voilà, et tu l'as fait sans jugement, avec patience, et c'était le bon moment. Mais tout le monde n'est pas à ce moment-là. Eh ben, il faut que chacun, à notre niveau, et ça peut être le beau-père qui comprend rien à ce qu'on croit du futur et qui est là en disant on trouvera une solution technique, on a toujours trouvé des solutions. Voilà, eh ben, il faut être patient avec ces gens-là. Et là, c'est un conseil plus général que j'avais déjà avant, mais qui ne sort que renforcer. Il faut que les gens y fassent ce chemin. Et donc, on a vraiment une responsabilité à tous les niveaux, au niveau de l'intime, au niveau du social et au niveau du politique, tous au niveau à l'étage où on est, déjà pour le faire pour nous, parce que ça ira mieux là, et d'aider nos compatriotes à les accompagner, mais pas en leur disant voilà ce qu'il faut que tu dois faire, en leur disant voilà, tiens, viens, essaye de glisser un peu de position. Tu le fais, donc j'ai pas de consignes à te donner, j'ai pas d'ordre, tu le fais déjà infiniment plus que la majorité des gens. Donc, juste chapeau bas, monsieur, merci beaucoup. Voilà, essaye d'être plus patient quand y a des gens qui t'énervent, c'est tout. Mais c'est un conseil d'ami à un ami, quoi, tu vois. Et à nous tous, et vous qui regardez ça, voilà, essayons d'être patients avec nous-mêmes et d'être patients avec les autres. Avec nous-mêmes, on peut se forcer, on peut travailler, on peut se dire, ok, est-ce que je suis en train de me raconter un bobard ? Est-ce que je suis en train de vraiment être en adéquation avec ce que je pense profondément ? Ça, on peut le faire soi-même, mais on ne peut pas l'imposer aux autres. Tu vois, chacun vit ses émotions quand il les vit. Et je suis incapable de savoir quelle émotion tu vis à un instant T. C'est le grand drame de l'humanité. On peut essayer d'essayer de se comprendre. C'est pour ça qu'on a une langue et qu'on se parle, etc. Mais chacun doit vivre les choses en son temps et en son heure. Et donc, il faut être assez bienveillant et assez accueillant pour aider les gens et les tirer doucement avec bienveillance et compréhension. Ce qui est compliqué, c'est qu'on parle d'urgence climatique.
On parle et que ce sont les mêmes personnes. C'est là où moi il y a une dissonance quelque part. C'est que ce sont des gens qui alertent sur un état d'urgence, sur la nécessité de passer en fait à l'action, et qui qui, si tu veux, leur discours, je le trouve finalement un peu creux, parce que quand il s'agit de passer à l'action, j'ai beaucoup étudié, même si c'est remis un peu en retrait à l'heure actuelle, et on le salue, il vient de m'envoyer un SMS en même temps qu'on parlait, Pablo. J'ai beaucoup étudié les questions qui étaient posées en fait à Pablo tout au fil en fait des années. Quand il parlait au tout début, en 2015-2016, on venait l'attaquer en disant mais qui c'est Stolubrius, enfin qu'est-ce qu'il vient de nous raconter. Une fois qu'en fait que les scientifiques, on va le dire comme ça, ont alimenté la plausibilité de ce qu'il racontait d'un seul coup. Et là, dernièrement, les interviews quand on fait des interviews un peu larges, on lui dit mais qu'est-ce que vous faites? On vient le questionner en fait là-dessus. Parce que c'est une suite logique. On va pas refaire l'histoire de la courbe du deuil où il y a l'acceptation, la colère, tout ça, tous ces trucs-là. Donc on va dire que quand on regarde, on est en pleine campagne, début de campagne électorale, on voit bien que quasiment tous les candidats, et ça a été très révélateur pendant la pandémie, se sont saisis de la question écologique. Il y a eu une mutation. Et c'est là où moi, je comprends pas ce grand écart, où c'est que tous ces gens qui m'ont apporté quelque chose d'un point de vue intellectuel, enfin c'est ce que je disais je vais le répéter, quand j'ai découvert relativement tard, hein, parce que c'était en 2016 que j'ai découvert Pablo, Vincent, et puis après que je t'ai connu en fait c'était fin 2017, c'était ben non, mais c'était en 2017 donc. Même si je connaissais le rapport Meadows, j'ai eu l'impression de trouver une famille. Et j'ai trouvé une famille, parce que intellectuelle, mais ça a tout de suite bloqué dans l'action. Et ce qui me gênait, c'était que voilà, ils restaient dans leur pensée et qu'ils ne venaient pas se confronter en fait à la réalité. Je leur demandais pas forcément de mettre en place des choses dans leur quotidien, mais que déjà ils puissent se dire c'est possible. C'est comme s'il y avait eu un rejet, c'est pas pour moi, c'est pas mon bain. Je constate que ça va être le bain de tout le monde, mais je n'y vais pas. Et c'est là où il y avait un peu de distance. Ok, j'entends tes conseils. Je vais pas parler pour Oui. une communauté, Ouais. si jamais elle existe, Ouais. de gens qui ne sont pas moi. Je peux juste parler pour moi. Je suis arrivé là par de la réflexion intellectuelle, et il faut que tu sois patient avec moi comme avec n'importe quel être humain sur cette planète, que je fasse mon chemin pour que arriver à finalement. Mais les gens que je connais et qui ont pris ce chemin, ils en arrivent tous à un moment à mettre les mains dedans. D'accord. Sinon tu deviens fou. Mais il faut le temps aux choses de se mettre en place et faire son cheminement, quoi. Alors c'est plus facile, je sais pas, quand t'as démarré de l'autre bout peut-être, et que t'as pas besoin d'avoir un grand schéma explicatif, etc. Et il y a certainement des gens qui doivent regarder en disant mais moi je travaille dans les champs depuis toujours, et de quoi ces intellos ils viennent de m'expliquer le monde. Et bah, ces gens-là, bravo, ils peuvent faire les choses parce qu'ils les vivent plutôt que parce qu'ils les comprennent. Mais on est complémentaires. Enfin, c'est là où ton témoignage est intéressant et que moi j'avais besoin aussi que ces gens, enfin, alors même, on se contacte, on échange quand même souvent, voilà, et que enfin, j'essaye de mettre en perspective mon travail ici avec ton travail et celui des autres intellectuels. J'essaye qu'il y ait ce dialogue pour qu'il y ait parce que ça marche en fait dans les deux sens, quoi. Eh ben, en fait, c'est toujours cette histoire d'intime social. Si on est d'accord sur le politique, dans le sens les grandes orientations, etc., la création d'un récit commun, parce qu'aujourd'hui, ce qui afflige notre société, c'est que tu as un Zemmour qui va t'expliquer à la télé que c'est la faute des gens qui ont une couleur de peau un peu plus foncée, t'en as un autre qui va t'expliquer, et on a des récits qui sont pas communs, donc on est dans une société de plus en plus fragmentée. La vie de quelqu'un qui vit dans une cité HLM n'a rien à voir avec la vie de quelqu'un qui vit en pleine campagne, et chacun a envie dans nos petits îlots, et on se connaît plus, on se parle plus, etc. Donc il y a des récits qui s'entrechoquent les uns les autres, qui sont pas compatibles. Donc on a besoin du politique au sens noble du terme, pour créer cette vision commune, que chacun comprenne où il se situe dans la société. On a besoin de l'intime pour mettre les gens en action, parce que tant que les gens ils n'ont pas pris aux tripes,
ça va être la guerre civile quand on va leur dire il n'y a plus à bouffer dans les supermarchés. Tandis que si on leur dit voilà pourquoi il n'y a plus à bouffer dans les supermarchés, voilà ce qu'on est en train de mettre en place pour essayer d'éviter que ça ne dure pas, etc., etc. Et voilà comment vous pouvez être acteur. Exactement. Là, on rend un sens aux choses et aux gens. Et là, les gens, ils disent, bon, c'est vache maigre, mais au moins, on a un truc à faire. Et même si derrière, il y a l'hypothèse qu'on n'y arrive pas, on peut essayer. Et entre désespoir parce qu'il n'y a rien à faire et il y a peut-être une piste, même s'il y a 50% de chances que ça marche, c'est différent. Donc, ça se rencontre au niveau du social. Parce qu'une fois que les intimes sont à peu près en phase avec un récit politique, le politique nourrit l'intime, on peut se mettre d'accord au niveau social. Parce que quand tu vas discuter avec un restaurateur qui va te dire « c'est bien ce que tu fais, écoute, prends mes déchets parce que demain tes poiriers ils auront poussé, je serais bien content de filer des poires à mes clients qui viendront de chez toi, et je sais que j'aurais participé à ça », tu vois, vous allez vous entendre, vous allez trouver des points d'entente, parce que vous aurez des mythologies qui seront forcément un peu différentes, mais qui auront des points communs. Tandis si le type il te dit mais j'en ai rien à foutre parce que qu'est-ce qui t'est qui toi, moi de toute façon mon livreur il est sur Deliveroo, etc., etc. Bon, dans le coin c'est pas trop le genre, mais vous allez jamais vous entendre. Donc c'est pour ça que tu vois, ces trois trucs bouclent, intime, social et politique, et les trois se nourrissent. Et c'est très intéressant ce que tu dis. Il y a, alors finalement, on s'est très peu attardé sur les détails, mais c'est pas un souci. Il y a un mot que tu as dit en fait, juste avant qu'on démarre la caméra. Tu as parlé de philosophie. Est-ce que tu veux un peu essayer Je t'ai traité de philosophe. Pour moi, un philosophe, c'est quelqu'un qui s'est défini ce qu'était la bonne vie. Alors, après, chaque philosophie définit ce qu'est la bonne vie. Un stoïcien, c'est pas un épicurien, etc. Donc toi, tu t'es défini un standard de vie, mais un philosophe, il l'applique. Diogène, il vivait dans un immense... ça s'appelle un cratère, je crois. On dit un tonneau, mais c'était pas un tonneau. Et il vivait comme ça. Et quand Alexandre le Grand est venu lui demander ce qu'il pouvait faire pour lui, l'autre lui a dit « ôte-toi de mon soleil, j'ai pas besoin de toi. » Bon. Donc toi, tu es un philosophe. Tu t'es défini t'as défini ce qu'était la bonne vie selon toi, et tu essayes de t'attacher à vivre selon ces principes-là. Ça s'appelle être un philosophe. Agir en philosophe. À pas confondre avec professeur de philosophie qui t'explique le pourquoi du comment, et puis qui fait autre chose dans la vie de tous les jours. Il y a plein de donneurs de leçons, surtout à la télé en ce moment, qui nous expliquent qu'on est tous des cons, mais quand tu regardes leur vie, bon, c'est pas forcément grandiose. Donc voilà, tu es un philosophe, dans le bon sens du terme. Tu as défini la bonne vie et tu essayes de vivre selon ce standard-là. Et finalement, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Le problème, c'est qu'on commence déjà par pas être capable de se définir ce que c'est la bonne vie, et ensuite on n'a pas le courage d'appliquer ce que ça devrait être. Donc c'est là où ton exemple, à mon avis, est extrêmement pédagogique et intéressant, c'est que tu t'appelles pas Superman, tu as tes défauts, tu as tes limites, et tu arrives à peu près à tenir ça. Combien de temps ça va tenir, j'en sais rien, parce qu'on en reparle dans 20 ans, quand tu seras un peu le dos cassé, etc. Mais comme tu es intelligent et que tu sais prendre les choses à l'avance, j'imagine que tu auras changé ton écosystème, que ici tu seras plus tout seul, etc. Enfin, tu auras muté comme la vie mute au fur et à mesure du temps, quoi. Tout à fait. Voilà. Alors, c'était pas que je voulais que tu fasses le focus spécialement sur le fait que je sois philosophe, c'est que je pense que ce qui est important de dire, enfin, je dirais, traduire différent, c'est que le lieu amène, enfin, cette vie répond à une certaine philosophie. Je l'amènerai pas, en fait, à l'individu, à ce que je suis, c'est qu'il y a une philosophie de vie. C'est la philosophie du résultat. Tu disais, c'est la philosophie de se dire... De l'action. De l'action. Du temps au sens où là on est là en train de tourner cette vidéo parce qu'on peut pas planter des poireaux parce qu'il pleut, il y a un cheval qui est malade, il faut intervenir, il y a un voisin qui m'appelle parce qu'il a une matière première qu'il vient chercher. Il y a une certaine, alors j'aime pas le mot soumission, mais il y a une certaine acceptation du réel. Ça c'est quelque chose sur lesquels les philosophes, quelles que soient leurs écoles, insistent beaucoup, c'est d'accepter le réel. Parce que le premier ennemi de l'intelligence, c'est de se raconter une histoire fausse pour justifier une mauvaise position. Je vais un peu parler de moi, j'ai fait ça dans ma vie, et on l'a tous fait à un moment ou un autre de sa vie. Et donc la grande difficulté, c'est de constamment faire l'aller-retour entre
notre représentation du réel est le réel. Et de se dire, est-ce que ma représentation du réel colle au réel? À l'instant où notre représentation du réel ne colle plus au réel, là on est en train de partir en train de quitter la route et en train de faire des conneries. Et là, j'ai un gros mea culpa personnel à faire envers moi-même, parce que il y a des choses dans ma vie où j'ai fait des sorties de route en me racontant que ma représentation... Et au fond de moi, je savais que c'était une fausse représentation du réel, et ça a créé des angoisses et des choses comme ça. Est-ce que c'est pas très universel? Ton cas n'est pas très universel, quelque part? Enfin, je suis un être humain parmi d'autres êtres humains, donc ce qui m'arrive arrive à d'autres, hein, bien sûr. Non, mais est-ce que c'est pas quand même la société qui aujourd'hui favorise... Alors, avec tes spécificités... Oui, bah on est dans une société qui est hors sol. C'est Bill Coyote, là, au-dessus du ravin, qui est en train de pédaler et qui regarde en bas et qui s'aperçoit qu'il est au-dessus du vide. On est là, on est tous là. En tant que civilisation, on en est là. Ça, c'est absolument clair. Je veux dire, tu lis le GIEC qui t'annonce plus de degré 7 à la fin du siècle, et à chaque nouveau rapport, c'est pire en pire. Tu vois qu'il n'y a jamais eu une diminution des émissions de CO2, et tout le monde est là en train de faire des COP et des machins, et il n'y a rien qui change. Donc on est hors réel. On est hors réel. Les sciences nous le disent. La biodiversité s'éteint et on est là en train de dire, ah oui, le glyphosate, les pesticides, tout ça, il faut continuer, gna gna gna, parce que les rendements de la betterave, tout. Ok. N'empêche qu'il n'y a plus d'insectes. Ils sont en train de crever. S'il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus d'oiseaux. S'il y a plus... Enfin, tout est en train de crever et on est hors réel. Donc on peut continuer à se raconter des histoires et des mauvaises mythologies. Le réel va être notre professeur. Et moins on écoute le réel, plus la leçon, elle est sévère. C'est pour ça que j'aime beaucoup insister en te disant que finalement, je ne suis qu'un traducteur du quotidien de ce que le réel m'impose, enfin qui s'appelle ici en fait la nature, et que moi, ça me branche d'être et que tu disais que je développe des stratégies, je bouffe des coulis de tomates de 2018 ou de 2018 parce que cette année, je suis passé à travers, quoi, voilà, et j'essaye de m'organiser par rapport à ça. Et ben, tu as cette humilité, je dirais, de reconnaître que le réel est plus fort que toi. Ah, mais... Voilà, plutôt que soumission, je préfère le mot humilité. Et ça, c'est quelque chose qu'on a perdu. Je pense que notre société, notre civilisation a perdu cette humilité face au réel. On peut aller sur la Lune, on peut aller faire des cabrioles dans l'espace, le tourisme spatial sera pour tout le monde, Bezos, là, qui nous annonce qu'il va travailler pour devenir immortel, on est hors plaque, là. Là, on est complètement... On est plus dans la sortie de route, là. On est loin. Nous sommes dans notre galaxie, c'est ça? Ouais. Et ça va se payer cash. Ça va se payer cash. Est-ce que tu vois, puisque donc on a beaucoup, et je te remercie parce que t'es très à l'aise là-dessus et ton discours est très clair. Est-ce qu'on a parlé beaucoup de posture, de philosophie, tu vois, on a quand même... Et sur le terrain, qu'est-ce que t'as parlé de 5000 poireaux, t'as parlé... qu'est-ce que tu dirais du terrain? Faut que je parle technique, là. Il y a rien qui s'impose, mais... Bon, alors quoi? Il y a une serre. Mais qu'est-ce que tu retiendrais de choses en fait qui sont plus pas techniques mais plus de l'ordre en fait du terrain. Tu parlais de l'eau par exemple. Ouais. Voilà, la question de l'eau, tu t'en étais peut-être pas rendu compte, même si intellectuellement, elle est cruciale. Ah bah oui, ça c'est clair. Ah oui, il y a des choses obligatoires. Je ne sais pas comment faisaient les anciens, par exemple, quand ils n'avaient pas les clôtures électrifiées pour tenir les animaux à l'écart des cultures. Ah bah moi je te dis comment ils faisaient. C'était les gosses qui menaient les vaches, c'était les anciens qui étaient là. Ouais, voilà. Donc voilà. Tout le monde avait un rôle. Comme tu es tout seul, tu as besoin de ces externalités, tu as besoin d'avoir une clôture électrique pour éviter que tes bestioles bouffent ce que tu plantes, etc. Donc oui, c'est un enchevêtrement de contraintes dont le non-respect se paye cash immédiatement. Voilà. Alors, est-ce que... qu'est-ce que tu dirais du niveau technique? Est-ce que c'est abordable en fait qu'est-ce que... je pense qu'il ne faut pas négliger le savoir-être et le savoir-faire. D'abord, il y a un savoir-faire. Je veux dire, un arbre, ça ne se monte pas n'importe comment. Il faut le savoir, donc ça s'apprend.
et ça ne se reprend pas en un stage d'une semaine. Je pense que ça fait un moment que tu fais des essais-erreurs. Je ne sais pas ce que tu as fait comme formation initiale sur le sujet, mais il y a un vrai boulot. Et on peut pas. Attends, meilleur champ, là. Non, c'est bon. On peut pas négliger cette acquisition de savoir-faire. Donc, si vous êtes en immeuble et que du jour au lendemain vous vous dites allez banco, on y va, le choc va être rude. Donc, il faut tester la température de l'eau et rentrer dans le grand bain petit à petit. Il faut acquérir ça. Quand on a le savoir-faire, on peut commencer à avoir du savoir-être. Se faire violence quand on n'a pas envie parce que c'est maintenant qu'il fait beau et c'est maintenant qu'il pleut. Enfin bon, ça c'est du savoir-être. Mais ça découle que du savoir-faire parce que c'est dans le savoir-faire que tu vas acquérir la confiance du savoir-être. Donc ça c'est un capital. Hein, il y a 3 capitaux, l'argent, le savoir-faire et le temps. Et le temps, on est hors du temps moderne. Un arbre, il pousse pas comme ça. Tu l'as planté, tu auras des fruits dans 3 ans, ou 4, ou 5. Et donc, il faut miser sur le temps long. Et ça, c'est quelque chose aussi... Alors, moi, j'ai fait un peu de jardinage. J'ai appris ça. Enfin, j'avais des grands-parents qui jardinaient beaucoup, donc ça m'a permis de le voir. Mais, ouais, ce temps long. Et donc, quand on commence, putain, avant d'avoir les premiers fruits, et le fruit de son travail, il va falloir une dose de patience. Il y a un investissement énorme sur le terrain. Donc, acquérir ce savoir-faire, ensuite acquérir ce savoir-être, et ensuite voir le fruit de son travail donner quelque chose. Alors, ok, il y a des trucs qui donnent plus rapidement. Une salade, ça va beaucoup plus vite, heureusement. Mais il va falloir avoir cette force, tu vois. Et ça, à mon avis, c'est soutenu que parce que dans ta tête, tu es convaincu. Donc, c'est pour ça qu'il faut être patient avec les gens. Que tu ne peux pas leur demander de sauter du jour au lendemain. Mais moi, je ne leur demande pas. Dans le sens où, si tu veux, le réchauffement climatique, enfin le changement climatique, il va amener la facture de manière beaucoup plus salée et radicale que... Moi je suis prêt à parier que dans les 10 ans, on est avec des pénuries alimentaires en France. Hein. Et qu'on parlera de tickets rationnement et de choses comme ça. Hein. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains, dans les plus fragiles de notre société, oui, je pense ça, oui. Mais c'est une opinion, je veux dire. Alors que nous sommes un des pays les mieux pourvus à ce sujet-là. On est d'accord. Donc on se veut pas, comment dire, alarmiste. Oui, alarmiste et puis annonciateur de choses complètement folles et déraisonnées. Mais aujourd'hui, il y a quand même un consensus pour... Les coups de chaleur en Canada là, cet été, moins 70% sur sa production agricole. Le Canada est un des plus gros exportateurs de céréales au monde. Bon t'imagines la même chose en même temps en Russie et aux États-Unis. Et en France. Et en Europe. Et tout à coup, le monde entier se retrouve un peu à court de céréales. Bon, ça va poser des soucis. Et plus on va avancer dans le temps, plus on va avoir des désordres climatiques qui font que l'occurrence que ça arrive à partout à peu près en même temps risque d'arriver. Et à ce moment-là, tout le monde va se mettre à tousser. Et on parle que d'un critère qui est le climatique, en sachant qu'il y a plein d'autres critères, hein, et que on est là en train de regarder le système en disant « Ouh là là, c'est le bordel, s'il y a ce truc-là, cet événement majeur, mais si on sait, et on voit bien avec la crise de la Covid ce qui s'est passé, si on a une pandémie, si on a une déstabilisation géopolitique en fait à un moment, si on multiplie les critères, on a été dans un système capitaliste dont le ressort est l'efficience. Hein, je peux en parler vu que j'ai fait toute ma carrière dans l'industrie. L'objectif, c'est d'être efficace. Donc efficace, ça veut dire pas de redondance, parce que tu vas pas avoir 2 choses qui font la même chose. Ça veut dire pas de délai, et ça veut dire beaucoup d'énergie. Donc beaucoup d'automatisation, beaucoup de systèmes artificiels, etc., etc. Donc c'est très efficace, c'est très efficient. On est très capable d'avoir le coltan du Nord qui voulu sorti à bout de Kalachnikov par des enfants et des smartphones en vente partout dans les grandes capitales du monde et tout ça très rapidement, tout bien, avec tout le monde a bonne conscience, etc. C'est très efficace. C'est vraiment très, très, très efficace. Sauf que qui dit système efficace dit système fragile. Parce que plus tu es efficace, moins tu as redondance, moins tu as de stock. Un stock, c'est quelque chose qui est mort, ça ne rapporte rien. Donc on supprime les stocks, on supprime les délais, on supprime... Et tout ça, c'est des choses qui, le jour où ça bloque, te sauvent la vie. Parce que tu n'aurais pas ton stock de coulis de tomates, tu n'aurais rien à bouffer.
Tu vois, donc tu as fait du stock. C'était de la valeur d'espace, c'était de la valeur d'argent. Tes pots, à mon avis, tu les as achetés. Donc, c'est du stock financier qui est immobilisé. Et si on refuse ça, on est mort. Dans toutes les villes au Moyen-Âge, il y avait des halles au grain. Et il y avait des polices du grain, des polices de la viande. On était obligé on obligeait les agriculteurs à faire des parcelles de céréales, même si c'était plus rentable de faire de la vigne. Eh bien, ils étaient obligés de cultiver de la céréale. Et quand la ville, il y en avait trop, la ville achetait et mettait ça en stock. Bon, bah, tout le monde n'était pas content, parce que c'était sans doute pas le plus efficient possible pour les individus. Sauf que le jour où il y avait mauvaise récolte, etc., tout le monde était bien content de trouver là où le grain. Et comme on partageait un récit commun, et comme on avait l'expérience du réel de la pénurie de temps en temps, tout le monde comprenait, et tout le monde mettait la main au truc. Comme on est protégé aujourd'hui dans cette société artificielle, et qu'on est protégé par l'énergie fossile, etc., on se dit à quoi ça sert tout ça. Soyons efficaces. Ouais, bah, dès qu'on va arrêter juste de chauffer la marmite et tout le système là qui est en ébullition, on va juste baisser un peu le feu en dessous, le truc il va retomber et là on va s'apercevoir de qui est... Comme en finance ils disent, hein, quand la mer est basse on voit qui est en maillot de bain et qui est à poil. Et ben là on va voir. Et c'est les plus faibles qui vont payer. Les pays qui ont le printemps arabe, quand il y a eu le choc pétrolier de 2007 et la crise financière de 2008, parce que la crise financière de 2008, je le rappelle à ceux qui ne sont pas au courant, c'est un choc pétrolier. Hein. Le baril de pétrole était à 145 $ le baril en 2007. Les familles pauvres américaines ont choisi entre faire le plein pour faire un de leurs 3 boulots et nourrir leurs gosses, ou payer les traites de leurs emprunts bricolés. Ça fait tomber le premier domino. Et après, tous les montages à la con, toutes les pyramides de Ponzi financières qui ont été montées avec les subprimes et tout, on fait tout tomber le système. Mais c'est un choc pétrolier au départ. On va avoir des chocs pétroliers, c'est clair. Là, tout le monde nous parle d'une reprise. Il n'y a pas le pétrole qui est capable de sortir aussi vite qu'on va avoir besoin de reprendre. Donc la reprise va faire... Et puis elle va retomber comme un moteur qui cale. Ça, je suis prêt à parier ma chemise. Et là, on va voir. Les plus pauvres vont être les premiers à s'en prendre plein la tronche. On a eu les printemps arabes, les révolutions en Tunisie, en Égypte, etc. Ça s'est négocié plus ou moins bien. La Syrie, ça s'est très très mal passé. On a vu le bordel, mais il y avait des révoltes de la faim en Afrique de l'Ouest. Il y a eu des révoltes de la faim au Mexique. Parce que quand on a annoncé aux Mexicains que les tortillas, le prix avait augmenté, parce que les Américains, comme il y avait le prix du pétrole qui avait monté, ils préféraient faire de l'éthanol et des biocarburants à partir des céréales mexicaines. Si tu veux, ils l'ont eu un peu mauvaise. Hein. Bon, bah ça va arriver. Il ne faut pas se leurrer. Les pays pauvres, la France n'est pas un pays si riche que ça. Il y a des classes populaires qui sont pauvres. Les gilets jaunes, ils ne sont pas sortis de nulle part. Il y a des gens qui crèvent la faim et qui comptent. Donc, ils pourraient peut-être sacrifier aux bonheurs artificiels du fameux écran plat qui se payent avec leurs indemnités de rentrée scolaire. Là. Bon, je ne ferai pas plus de commentaires politiques, mais ça m'énerve. Mais il y a toujours besoin de manger, quoi. Ben, ces gens-là, quand il va falloir les nourrir, si on n'est pas dans un pays de monstres sans cœur, il faudra bien trouver des solutions. Et c'est pas dans 20 ans qu'il faut s'occuper de ça, c'est dès maintenant. Donc là, encore une fois, politique, intime et sociale sont complètement liés. Et c'est pas une question d'avoir la fibre humaniste ou quoi que ce soit. C'est juste, même par pur égoïste. Si tu veux vivre dans un monde où tout le monde crève la faim, tu vis dans un enfer, quoi. Donc par pur égoïsme, il faut qu'on travaille à être heureux les uns les autres. Mais on parle bien de stabilité. Hein, là, clairement. On parle en fait pour éviter que les pays soient à feu et à sang. Enfin, que le monde soit à feu et à sang, quoi. Ouais. Bon, je pense que plus la réalité sera forte, plus les gens vont changer et plus ils vont s'y mettre. Mais que de chances perdues, quoi. Que de temps à rattraper, parce que ce capital de savoir-faire, de savoir-être, de patience avant que les choses donnent, etc., bah, plus le délai va être comprimé par les échéances qui nous attendent, et plus ça va être chaud chaud patate, quoi. Ah, bah c'est clair. Et quand bien même 10% de la population deviendrait des pierres comme toi, etc., ça suffira pas. Il faut s'occuper de tout le monde, quoi. C'est 40%. Les chiffres, normalement, pour avoir... si on est sur un modèle agricole qui se passerait de pétrole, enfin qui se passerait d'énergie, tout bien comme il faudrait tendre aux alentours de 40% de la population. Combien il y a d'agriculteurs ? 0, c'est moins de 3%. Moins de 3%. Donc de 3, il faut qu'on passe à 40. Donc non, mais rien que déjà, de 3 à 10%,
c'est une révolution de malade. C'est une révolution de malade. Donc, autant dire que la tâche, elle est... Et c'est pour ça que tu parlais... Enfin, moi, là-dessus, je me sens tout petit, quoi. Parce que le défi est tellement gros que je suis une goutte d'eau dans la mer. Et je me trompe pas de combat là-dessus. Alors, l'autre alternative qu'on peut imaginer, c'est que les grosses organisations comme les multinationales et tout prennent notre destin en main. C'est ce qu'ils essayent plus ou moins de faire, semble-t-il. Donc, tu as Niels, là, qui a fait une école d'agriculture, etc. Le premier propriétaire terrien des États-Unis s'appelle Bill Gates. Donc, il y a des gens qui ont des plans pour nous. Sauf que dans un monde où il y a des gens qui ont la gamelle et d'autres qui n'en ont pas, bah voilà, quoi. On se prépare à une nouvelle aristocratie de gens qui nous donneront la béquée et qui exigeront de nous je ne sais quoi. Est-ce que c'est ça qu'on veut comme monde pour demain? Bon, on est reparti sur des choses en fait philosophiques. On était... non mais rapproche-toi. On était reparti... je te parlais en fait, moi, d'essayer de parler de choses en fait terrain. Tu disais que voilà, il fallait pas se lancer comme ça parce que tu te rendais compte en gros qu'il y avait un niveau technique qui était nécessaire. Moi, j'ai beaucoup insisté sur la partie organisationnelle et puis aussi sur la partie de la posture. Alors, tu en as parlé. Pour moi, ce qui me semblait important aussi, c'est pour ça que ça me va bien que tu parles de philosophie, c'est que quelque part, bon, alors, ok, je vais loin dans le truc, on est d'accord. Je sais pas. Je sais pas si tu vas loin dans le truc. Qui suis-je pour juger si tu vas loin ou pas loin? Non mais par rapport, on va dire, à la moyenne de ce qui se fait en fait à l'heure actuelle, je pousse le bouchon quand même. Ouais, bah ok, les pionniers ils vont toujours plus loin que les autres. Oui, mais bon, est-ce que, en tout cas, pour moi en fait, même si je vais loin dans le truc, il est nécessaire d'embrasser une certaine philosophie de vie. Ouais, c'est ce que j'appelle le savoir-être. D'accord. Au-delà du savoir-faire. D'accord. Parce que tu peux avoir le savoir-faire et pas envie de bouger ton cul de la banquette, ça servira à rien ton savoir-faire. Donc il faut avoir un savoir-être. Et ça aussi, ça s'apprend. Ça aussi, c'est des connexions neuronales dans ton cerveau qui font que tu acceptes de travailler sous la flotte parce qu'il faut que tu travailles sous la flotte. Alors que ça serait quand même mieux d'être bien au chaud ici. Voilà, et c'est tout. Mais si tu travailles pas sous la flotte, tu boufferas pas. Donc si tu bouffes pas, tu resteras pas longtemps au chaud non plus, quoi. Donc voilà. Et ce savoir être se nourrit du savoir-faire et du faire. Parce que c'est en faisant qu'on se convainc des choses. C'est pas en regardant une émission sur YouTube. On peut commencer à prendre goût aux choses, mais il n'y a qu'une seule solution, c'est d'y aller, c'est de taper. Et je pense que pourquoi beaucoup de gens hésitent à y aller, c'est parce qu'ils savent qu'une fois qu'on a mis le doigt dedans, on est parti, quoi, dans une logique. Après, force de constater que, alors on va voir si ça tient dans le temps, mais un salaire moyen d'un maraîcher en France, c'est 300 €. On voit quand même qu'il y a beaucoup de gens, des néo-ruraux, qui tentent, qui disent vouloir tenter cette aventure, qui se tentent. On en voit un paquet, malheureusement, se casser en fait la figure, mais on en voit aussi certains perdurer. 300 €, c'est extrêmement faible. Ok, mais quand tu retires tous les loisirs artificiels, déjà, ton budget, concrètement, t'as pas le temps de faire de façon autre chose que de bosser, alors... je te vois faire autre chose que bosser, donc t'as le temps de faire d'autres choses, mais tu n'as pas la gamme de loisirs possibles que d'autres ont. Un citadin, il va au théâtre, il va au ciné, il est là, tiens, qu'est-ce que je vais faire ce soir, qu'est-ce qu'il y a à la télé, etc. Ça, ok, c'est pas dans ta vie. Mais du coup, t'as pas le budget à qui associer. Tu pars pas en vacances à l'autre bout du monde. Non. Tu vois, tout ça. Donc, est-ce que c'est un sacrifice une fois que tu as exclu ça de ton système de pensée? C'est plus un sacrifice, c'est pas une perte, puisque ça ne t'appartient plus, ça ne t'intéresse plus, ça n'est plus ton sujet. Donc, tu n'as plus besoin de l'argent pour nourrir ça. Et il faut bien reconnaître qu'on est dans une société de consommation qui nous invente des besoins sans cesse. Et qu'il y a des gens qui, pour gagner de l'argent,
réfléchissent en se disant comment je pourrais capturer ne serait-ce que l'attention des gens sur les réseaux sociaux Ouais. ou leur piquer un peu de pognon. Enfin, piquer, c'est un mot méchant. Capter. Voilà, capter, c'est le bon mot. Capter une partie de leur argent. Et je travaillais dans l'industrie automobile et les gens disaient, on a un problème, c'est que le budget téléphone impacte le budget bagnole. Et donc, les gens, maintenant, font des arbitrages entre le dernier iPhone et la date à laquelle ils vont changer leur bagnole. Et ça leur posait un problème aux mecs. Donc, soit ils payent plus leurs ouvriers pour qu'ils aient les deux, soit, ils sont délocalisés en Chine, et comme ça, ils font de la voiture moins chère, et les gens peuvent un temps, s'acheter les deux. Mais tu vois bien que c'est une course, à un moment, tu peux pas remplir la vie de quelqu'un bourré de choses, ça marche pas, quoi. Et on parle de la société de l'immédiateté, mais c'est pareil, comme on veut tout faire et tout avoir tout ensemble, eh ben, on est là en train de courir comme des tarés, et on regarde pas le plant de tomates qui pousse, on est là en train de se dire, vite, il faut que je commande mes tomates sur machin, qu'elles me soient livrées, et je le veux tout de suite, et ça fait la fortune des Amazon et compagnie. Mais est-ce qu'on est heureux avec ça? Donc, est-ce que tu es heureux avec un gros salaire où tu cours tout le temps pour en avoir plus, ou est-ce que tu es heureux avec un petit salaire et que tu es sûr d'assurer l'essentiel? Je n'ai pas à répondre. C'est à chacun de répondre à ça. Il y a peut-être un juste milieu, tu es peut-être extrême. Peut-être que tu aurais pu avoir un peu l'eau courante, par exemple. Ok, mais c'est ton choix à toi, et moi je respecte tes choix, puisque tu l'acceptes, tu l'assumes, et tu vis en cohérence avec ça. Qui va te donner des leçons sur ce que tu dois être? Personne. T'emmerdes des gens? Non. Bon, alors, c'est bon. Maintenant, si une famille veut avoir l'eau courante pour faire le bain des enfants une fois de temps en temps, on peut le comprendre aussi, et on peut l'accepter. Mais dès qu'on dit eau courante, on dit une autre organisation, tu vois. Et bon, on est plus de 60 millions en France, il va falloir qu'on ait ces organisations, parce que tout le monde ne va pas pouvoir s'installer sur 14 hectares, il n'y a pas la place. Non. Donc il va bien falloir qu'on cohabite et qu'on organise, etc. Voilà. Mais moi, j'ai pas à discuter tes choix de vie. C'est pas en ça. Je voulais pas que tu discutes en fait de mes choix de vie. C'était de. Enfin, alors, faut savoir que moi, dans ma matrice décisionnelle, quand une des choses de ce pourquoi je me suis installé ici, c'était parce que il y avait la possibilité de partir de zéro et d'être dans la démonstration qu'à partir de zéro, on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose. Ok. Et pour l'instant, tu vis. Je vis. Tu as un certain bonheur. Ah oui. Je peux en attester. C'est dur, mais tu as un certain bonheur. Tu as un équilibre qui est un peu fragile, parce qu'il faudrait pas que tu aies de la flotte comme ça 3 années de suite. Je pense que ça te foutrait la merde. Mais bon, seule l'expérience dira ce qui est viable ou pas. Mais on peut attester que tu arrives à... Alors, pour toi, tu as trouvé un certain bonheur. Ok, d'autres peuvent te suivre exactement ton exemple, partir de zéro. Peut-être que d'autres sont pas obligés d'être aussi dans l'absolu, et peut-être on peut commencer avec un peu moins, de façon un peu moins spartiate, encore une fois. On n'est pas obligé de se donner les challenges et les défis que tu t'es donnés. Non, oui, on peut faire des choses. Oui, on peut faire des choses. On peut réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'il y a une anecdote, je sais pas, il y a quelque chose que tu retiens. J'ai vu que, mais ça c'était personnel, c'est que tu as eu beaucoup de connexions avec les chevaux. Bon, bah ça c'est moi. Il faut imaginer un gamin qui a grandi dans un HLM, donc qui ne voyait les animaux qu'à la télé. Enfin bon, donc j'ai toujours eu un petit peu peur des êtres humains depuis l'enfance, parce que quand tu vois ce qu'on a fait de grandiose et de moins grandiose, on peut quand même se poser des questions sur nos névroses. Un animal n'a pas ces problématiques-là, il est libéré de la conscience, donc ça va, il n'a pas besoin de se raconter d'histoire. Enfin, peut-être qu'il y a des proto-histoires dans leur tête. Moi, quand je suis en face d'un animal ou d'un enfant, j'ai l'impression de ne pas être jugé et de pouvoir exprimer le meilleur de moi-même. Donc je ne dois pas être très original là-dedans. Donc c'est toujours plaisant de voir le chien qui t'attend le matin quand tu te lèves, qui est content de te voir, le cheval qui vient vers toi parce que je suis pas dupe. J'ai bien vu que j'étais l'agent qui l'amenait à manger de l'herbe plus verte, et que
quelque part, c'est plus la gourmandise que de l'amour, mais bon, quand même, tu vois, ça c'est assez plaisant, oui, ça c'est... J'ai jamais eu d'animaux à la maison parce qu'il fallait s'en occuper et que j'étais pas là et que je travaillais comme un crétin dans tous les sens, à courir partout, et que c'était pas une vie, et je voulais pas donner à d'autres cette charge, parce que c'est pas aucun intérêt. Ouais, si je devais faire ma vie autrement, je pense que je mettrais des animaux dedans. Parce que, bah, encore une fois, c'est le réel et le réel animé en plus. C'est le réel qui t'offre un vrai retour. On peut dire un arbre fruitier me fait un retour quand il me donne ses fruits, mais un chien qui vient mettre sa truffe dans ta main, là, c'est instantané. Donc c'est vraiment gratifiant quelque part. Et imaginer un monde sans animaux, même sauvages, avec juste 3 espèces qui sont dans des camps de concentration pour finir dans des steaks et que les gosses pensent que les steaks poussent dans les arbres, c'est une tristesse pitoyable. Ça amène une question dont tu n'as pas abordée, et je la pose. Est-ce qu'il y a de la cohérence dans tout ça? Dans ce que tu fais? Oui, enfin, est-ce que je parle pas d'un point de vue philosophique. Est-ce que tu Bah, je pense que ton histoire est pas finie, qu'il y a tes cochons pour le moment n'ont pas délivré leur plein potentiel. Tes chevaux, tu voudrais faire de l'attraction animale aujourd'hui, bah c'est des invités. Peu. On n'en a pas fait. Ouais, mais c'est pas un outil de travail quotidien, etc. Donc on voit que le projet n'est pas encore abouti. Quoi. T'es en train de monter des piliers, le toit de tout ça viendra plus tard, etc. Donc je te souhaite bon courage, bonne chance et beaucoup de succès. Parce que ça promet d'être beau. Enfin, c'est plein de promesses ici. C'est un endroit qui a plein de promesses, qui te donne déjà des satisfactions. Donc c'est plaisant. T'es là depuis combien de temps? 1 an et demi. 1 an et demi. Bon, c'est impressionnant. Je suis pas sûr d'avoir le même courage que toi si j'étais au pied du mur comme toi et à me lancer comme toi. Surtout que j'ai pas tes expériences antérieures, donc ça faudrait que j'aborde la question autrement. Mais en 1 an et demi, c'est quand même assez fantastique le résultat, et surtout, on peut tracer des perspectives, et elles sont encore plus plaisantes. Voilà. Je te parle, la cohérence, tu vois, c'est les boucles que j'essaye de mettre en place, en fait, c'est pas forcément... C'est ces systèmes qui s'interconnectent les uns avec les autres. Je suis pas un grand spécialiste de permaculture, donc je vais pas me permettre de donner des leçons, des gages ou quoi que ce soit, mais tu as l'air d'aller dans ce que je connais, le peu que je connais des préceptes, de fermer les boucles, qu'il n'y ait rien qui serve à rien, pas de déchets, tout déchet doit trouver une réutilisation. Bon, on sait coltiner des sacs de déchets plastiques qui avaient pollué ton champ. Une fois qu'on sera débarrassé de ces merdes, voilà, on aura purifié un peu le secteur. Mais voilà, petit à petit, les choses vont se faire et ça prend forme. On voit bien que tu travailles la terre. Et tu m'expliquais à quel point dans le Gard, on avait perdu le sens de l'eau et ces choses-là. C'est continu. Oui, c'est terrifiant la perte de savoir qu'on a eu tout au long des 30 glorieuses et qui s'accélère de façon vraiment abrupte là en ce moment. On va le regretter tout ça. Mais disons que on en est à la phase de constatation, mais de quelque chose qui a été initié il y a bien longtemps et dont les résultats sont palpables depuis en fait un certain temps, quoi. Mais avec le réchauffement climatique, ça c'est une idée que j'ai. Est-ce que même le savoir-faire ancestral qu'on a ici en France, un jour ou l'autre, on va pas se retrouver à se dire finalement l'émigré malien, le paysan malien qui ne viendra pas jusqu'à chez nous, parce que lui, il n'est qu'un paysan et il n'aura pas les moyens de venir jusqu'à chez nous, mais est-ce que lui, il n'aurait pas quelque chose à nous apporter, tu vois? C'est sûr. Parce que les techniques, quand il y a beaucoup moins d'eau, parce qu'il pleut moins, ou les techniques, tu vois, il va y avoir des choses. Le Sahara est en train d'arriver en Espagne, hein, tout doucement. Il y a un moment, quand il n'y aura plus d'eau dans les nappes phréatiques profondes, etc., il faudra retrouver le sens de la parcimonie. On ne se rend pas compte des chamboulements qui nous attendent. Et à toute échelle, quoi. Donc, ce que je découvre, et en fur et à mesure qu'on parle, ça s'impose à moi, c'est que tu restes dynamique
tu vois, et que t'as pas un plan. Et moi, j'aurais fait cette erreur parce que je suis trop intello. J'aurais commencé par dire voilà le résultat final à avoir. Ce qui est une erreur, parce que comme personne ne sait ce qu'on aura demain, c'est couillon. Alors déjà, on fait des erreurs, et le plan de départ n'est pas toujours bon. Et en plus, quand bien même tu aurais prévu un maximum de choses, tu vas peut-être être surpris par la vie, et il va falloir que tu changes de pied, quoi. Ah, mais c'est essais-erreurs à l'échelle de la journée, et même souvent, même parfois de la demi-journée, voire même de l'heure. Je fais un truc, et il y a une erreur, et je rattrape le truc. Et c'est erreurs sur des beaucoup plus grandes en fait d'échelle. Regarde, ce matin, on a replanté des arbres, parmi des arbres que j'avais plantés et qui sont morts en même pas 6 mois de. Ouais, parce que c'était trop humide. C'était trop humide. Et que je suis en train de planter des arbres dans une zone humide qui normalement devrait avoir des zones sèches, mais en prévision de si jamais ça s'asséchait, que ça puisse en fait avoir des arbres qui ont un peu végété, mais qui se sont un peu acclimatés et qui vont mieux passer la transition que des arbres qui ont besoin de plein d'eau et que s'il n'y a plus d'eau, quoi. Tu fais des paris. Tu fais des paris sur le futur. Et ça c'est anti-efficace. Tu vois, tu n'es efficace que par rapport à un référentiel, et pour que ce référentiel soit valable, ça doit être l'instant présent. Et tu ne peux pas raisonner, quand tu raisonnes avec le vivant, que sur de l'instant présent. Oui. Parce qu'il y a des saisons, parce qu'il y a des années, et puis parce qu'il y a cette putain de réchauffement climatique qui fait que tout va être chamboulé. Et donc tu es obligé de prendre des risques, de faire des paris, de faire des sortes de stocks, des arbres qui peut-être vont crever. Bah, au lieu d'en planter 5, t'en plantes 15, et tu sais que t'en as peut-être 10 qui vont crever, et que ceux qui vont pousser, c'est peut-être pas ceux que tu avais prévus ou l'endroit où tu avais prévu, mais tu as pris des paris. Et bah ça, c'est anti-efficace à court terme. En fait, dans notre culture, exactement, c'est ça que je veux dire. Dans la culture de la société actuelle, Ouais, c'est anti-efficace. Sauf que dans la nature, par rapport... Un chêne, il balance ses glands partout. Hein. Ouais. Et le jet des chênes, il prend des glands, il en planque partout. Il y a les glands qui se font bouffer, il y a les glands qui sont dans un endroit stérile et qui donnent rien. Et puis bizarrement, pop, il y a un gland qui pousse dans un endroit, ça tombait bien. Et la nature, elle réfléchit pas, elle tente tout. Et elle voit ce qui se passe. Et puis il y a sélection naturelle. Nous, comme on veut un rendement, on ne veut pas perdre de temps à tenter tout et n'importe quoi. On veut tout de suite l'efficace. Ça, c'est notre cerveau rationnel. Qu'est-ce que je te dis? Je pense que le mot efficace est à voir sur une question d'échelle. Peut-être que je ne suis pas efficace aujourd'hui, mais c'est pour être plus efficace en fait. Oui, mais tu es résilient. Oui. Efficacité et résilience, c'est antinomique. C'est deux termes qui peuvent s'opposer. D'accord. Surtout selon l'échelle de temps que tu prends. Tu vois ? D'accord. Aller prendre un emprunt à la banque pour partir en vacances, c'est efficace. Tu pars en vacances. Tu es quasi sûr. Tu prends un emprunt à la consommation, tu pars en vacances, tu as les vacances que tu veux. Est-ce que c'est résilient sur le long terme quand après il faut que tu rembourses l'emprunt ? C'est autre chose. Mais c'est pas la même échelle de temps. On parle pas de la même chose, l'échelle de temps. Économiser et pas partir en vacances pendant 3 ans pour ensuite partir en vacances sans faire l'emprunt, sur 3 ans, c'est efficace. Et c'est résilient. Mais on parle pas du tout de la même échelle de temps. Donc, il faut pas opposer deux valeurs sans définir le contexte et quel référentiel on a. On les oppose quand on ne joue pas le même référentiel. Et on est dans un monde qui est soif d'immédiateté, soif de rendement immédiat, et donc l'efficacité est dans un référentiel qui est l'instant présent. Donc là, on ne parle plus de résilience. Puisque la résilience, par définition, ça veut dire du long terme. D'accord, ok. Merci d'avoir précisé. Tu veux préciser autre chose ? Non, moi je veux juste remercier Pierre. Bah écoute, moi je te remercie de ta présence parce que c'était... Vous voyez, ce genre de discussion, on en a eu quasiment... Pas tous les soirs, mais enfin tous les jours quasiment. Ouais, tous les jours, ouais. Bon, il y a eu des soirs où moi j'ai été me coucher. Mais c'était de la bonne fatigue. Ah bah ça, je te remercie parce que moi j'ai retrouvé du sommeil. Voilà. Vraiment du sommeil où on dort, quoi. Voilà. Moi, ce qui m'intéressait aussi dans le fait que Laurent vienne, indépendamment de l'amitié que je lui porte et le fait que je souhaite que la période de questionnement qu'il a au jour d'aujourd'hui, il la passe le mieux possible, c'était de le reconnecter à des choses simples et que dans des fondamentaux. Et pour moi, le sommeil était un des fondamentaux. Et le fait de se dire que voilà, c'est pas un secret, enfin, voilà, c'était pas tout à fait le travail que tu décrivais parce que le matin tu te levais quand même un petit peu
Non, non, mais ça va. Je suis pas en train de me plaindre, hein. Non, C'était. non, mais je veux dire qu'en fait, que voilà, le matin, tu arrivais quand même à te lever relativement tard, tu faisais des siestes alors qu'en fait, que tu n'avais pas l'habitude de faire des siestes. Et ça, pour moi, c'est. Voilà. Alors, on va tout de suite entamer un sujet qui m'est posé. Je peux pas recevoir tout le monde. C'est pas possible techniquement. J'ai pas les infrastructures, j'ai pas le temps, j'ai pas. C'est voilà. Ouais, puis ça te prend du temps parce que Ouais, j'ai fait le commis. oui, J'ai été chercher ci, j'ai fait ça, j'ai porté truc. ouais, Une fois qu'une tâche, tu me l'avais montré, qu'elle était à répéter, ouais, bon, ouais, ça va, c'est pas si compliqué. ouais, Je la répétais, mais il ouais, fallait déjà me la ouais, présenter une première ouais, fois. Si tu as 10 personnes, il faut que tu expliques aux 10 personnes comment planter un arbre. ouais. Tu fais ça, tu passes ta journée à Ah, mais ça. c'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc là, c'est autre chose. Hmm, Tu deviens un professeur, tout à fait, tu n'es plus un acteur. tout à fait. Donc oui, oui, bah oui, moi je te remercie pour ça, d'avoir pris ce Non, mais temps-là. il n'y a pas de souci. Et pour moi, si tu veux que tu aies, à travers un exemple très simple qu'on va prendre, qui est le sommeil, qui est un des basiques, Mm. enfin, un des fondamentaux d'un bien-être, enfin, c'est même pas du bien-être, c'est nécessaire. Pour moi, voilà, c'est un truc. Bah écoute, tu verras comment ça va se passer quand tu vas retourner dans ta vie. Ça va déjà te donner. Et Bah, j'aimerais. c'est assez simple, hein. Qui de toi, de mon ancien moi ou de toi a raison? J'ai des problèmes existentiels, j'ai des questions à me poser, je me sens pas bien dans ma peau, je dors pas la nuit. Du coup, je me retrouve devant la télé, à regarder la télé, à me dire putain, qu'est-ce que je fous là? Faudrait quand même que je me fatigue un peu plus. Est-ce que je vais prendre un abonnement à faire du sport dans une salle de sport? Parce que si je me fatigue pas, je vais pas réussir à dormir. Ou toi qui se poses pas cette question parce que tu t'es fait à bouffer avec la bouffe que tu as plantée et que tu as passé ta journée à bosser. Et tu te couches, tu dors. Moi, j'ai une réponse, hein. Ouais. Je- Voilà, mais en tout cas, c'est bien. Moi, le message que j'essaye de faire passer aussi, et c'est pour ça que je souhaitais qu'on aille sur certaines granulosités, même si tu as beaucoup élevé le débat, et merci, c'est de se dire que oui, on a fait là un entretien, enfin un dialogue, une interview, je sais pas comment on peut passer, où il y avait un certain niveau d'abstraction Ah ouais, ouais. Enfin, bah, je suis un intello, hein. qui T'as pas était, échappé à ça. non mais qui était intéressant, mais aussi de le ramener en se disant que voilà, tu repars avec une idée de ce que peut être une forme de bien-être simple, de choses extrêmement simples auxquelles il est nécessaire selon moi en fait de se reconnecter et qui vont amener du sens à nos vies et qui et c'est là où je suis pas tout à fait d'accord en fait avec Vincent, c'est que à partir du moment où tu sais que ces choses elles font sens, Mhm. finalement c'est le sens qui écrit l'histoire et donc qui t'amène le faire. La poule et l'œuf. Ouais. Je... Mais- et- Mais quand t'as le sens, t'as l'action. Quand t'as l'action, t'as le sens. Et l'un nourrit l'autre. oui, mais toi, Vincent, lui, il était dans l'explication que c'était qu'il y avait Ouais, mais t'as pas commencé à faire quelque chose sans y avoir vu un sens. Ouais. Parce que si ça n'a pas de sens, tu le fais pas non plus. Et il le reconnaîtrait bien volontiers, je pense. Hmm. Maintenant, après, plus tu vas faire et plus tu vas te raconter l'histoire qui va justifier ce que tu Bon, fais. alors écoute, Vincent, il faut que tu reviennes. Toi qui es venu. Donc j'en étais au. Voilà, je suis très content qu'en fait que Laurent soit venu. Je ne peux pas recevoir en fait tout le monde. Néanmoins, ça me semble important que les gens qui viennent ici, les amis, les gens avec qui on verra si on continue à travailler ensemble et comment on travaille ensemble en fait avec Laurent. En tout cas, ça me semblait important que les rares personnes qui viennent ici eh bien, puissent dire quel était leur ressenti, qu'est-ce qui leur a. Qu'est-ce qu'est-ce qui. Avec quoi ils repartent. Voilà. Ça me semble en fait important pour que d'autres s'en saisissent. Et puis n'hésitez pas à poser des questions, j'essaye de faire en sorte d'y répondre. Alors parfois par des moyens un peu plus surprenants, pas directement. Mais sachez que quand certaines questions me sont posées, et beaucoup de questions me semblent en fait dignes d'intérêt, je ne fais pas forcément de relation, mais ça m'arrive de créer régulièrement des épisodes, soit d'écrire un article, soit de faire une vidéo, soit de construire quelque chose qui est en fonction d'une question qui m'a été posée. Voilà.
Donc voilà, j'espère que cet épisode de cette interview, je ne sais pas comment on va dire, voilà, vous merci. Merci à Laurent d'avoir voulu, de s'être prêté au jeu. Merci de sa présence parce que voilà, ça a été un peu moins l'ours tout seul au fond des bois pendant une semaine. Et puis on vous dit en fait à bientôt, prenez soin de vous et surtout une chose, tu diras oui ou non ou autre chose, croyez en vous. Ah oui, bah oui. Voilà, croyez en vous. Il n'y a personne qui peut vivre notre vie à notre place. Voilà, croyez en Donc, vous. on ne peut pas déléguer ça. Et ça, c'est un truc hyper important. Nos erreurs sont les nôtres et nos succès sont les nôtres. Et laissez personne vous enlever ça. Tout à fait. Prenez bien soin de vous. À bientôt.